et bienvenue aux confrères et consoeurs qui sont parmi nous. Bienvenue également aux étudiants, aux doctorants, j'en vois certains. Je suis ravi de poursuivre ce cycle de conférences pratiques ISPEC et DASE. Dans ce cadre-là, nous avons 4 conférences par an sur des thèmes en lien avec l'actualité. Il se trouve que l'actualité concernait il y a quelques mois le droit pénal des mineurs. Ça concerne toujours encore le droit pénal des mineurs parce que, mais je vous en parlerai tout à l'heure, il y a une proposition de code de l'enfance qui est dans les... qui est dans les tiroirs. Et dans ce cadre-là, je suis ravi d'accueillir, mais elle ne vient pas de très très loin à vrai dire, Eudoxie Gallardo, qui est maître de conférence HDR dans notre université, qui est directrice adjointe de l'ISPEC, et qui est spécialiste aussi de droit pénal des mineurs. Et donc, je suis très heureux de l'accueillir et d'animer avec elle cette petite formation. Juste avant de lui donner la parole, juste pour vous indiquer les prochaines échéances, je vais prendre mon agenda, ce sera plus simple, sont prévues dans le cadre de ce partenariat. Il y a déjà eu une conférence qui était sur les violences conjugales que j'ai animée avec Caroline Siffrin-Blanc. Ici, c'est la deuxième. Il y en aura une que je vais animer prochainement avec Patrick Mistretta qui sera consacrée au droit pénal médical. Vous savez que Patrick Mistretta, c'est un professeur de Lyon 3, qui est un grand spécialiste de droit pénal médical, qui a un gros bouquin de droit pénal médical. Et puis, il y en aura une dernière qui doit être en décembre, me semble-t-il, qui sera consacrée, je vais finir par tomber dessus, voilà, qui sera le 19 décembre, donc c'est vraiment à la veille des vacances. Ça, c'est pour les confrères qui sont un peu ric-rac sur leur heure de formation pour l'année 2025. Hop, au dernier moment, nous accueillerons Béatrice Lapéroux-Schneider, qui est professeure à l'université de Franche-Comté, à Besançon, et Renaud Salomon, qui est avocat général à la Cour de cassation. Ce sera une formation consacrée au droit pénal du travail, préillicite de main-d'œuvre, et autres joyeusetés du droit pénal du travail. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est le droit pénal des mineurs avec une présentation par Eudoxie, et puis de temps en temps, j'interviendrai, j'apporterai mon éclairage complémentaire au sien. Donc aujourd'hui, c'est le droit pénal des mineurs. Eudoxie, tu as la parole. Merci Philippe pour cette présentation. Merci à tous d'être là ce soir. Je suis très très heureuse de vous rencontrer, voilà, et d'avoir devant moi un public aussi hétérogène, des avocats, des étudiants et des doctorants. Voilà, je suis persuadée que ça pourra, dans des questions, être riche ici en enseignement pour que chacun puisse croiser son regard. Alors, justement, je regarde, là, ça a l'air de fonctionner. On m'a chargé donc, de cette conférence sur la défense pénale des mineurs, sachant qu'au départ, je crois que ça avait fuité comme ça, ce serait une conférence exclusivement consacrée à la loi Attal. Effectivement, je vais beaucoup parler de la loi Attal, mais pas que, puisque l'actualité législative 2025, effectivement, elle a été marquée par l'adoption et l'entrée en vigueur de cette loi du 23 juillet 2025 visant à renforcer et puis à restaurer, pour ceux qui ont suivi un petit peu le processus législatif, on a remplacé un terme par un autre, renforcer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents, on ne les oublie pas, vous allez savoir pourquoi. Et puis j'ai rajouté, au fur et à mesure de ma préparation, une deuxième loi qui, vous vous en doutez, ne concerne pas à 100% les mineurs délinquants, mais il y a quand même quelques petites dispositions ici qui sont intéressantes.
à signaler, c'est la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic. Alors, deux lois au contexte différent, bien entendu, la loi Attal, vous vous souvenez, ce sont les émeutes de 2023 qui en sont à l'origine, et notamment certains rapports, dont un rapport réalisé par une mission flash de la PJJ, très intéressant, si vous avez l'occasion de consulter ce rapport, il est disponible sur Internet, qui nous dit que finalement, ce qui est assez inquiétant avec ces émeutes, c'est le changement de profil des mineurs, et notamment le fait que les mineurs qui ont été appréhendés à cette occasion étaient des mineurs qui étaient jusqu'alors inconnus de la justice pénale, donc nécessité ici d'adapter notre réponse pénale par rapport à ce nouveau phénomène de délinquance. Et la loi du 13 juin 2025, bien entendu, c'est la lutte contre le narcotrafic. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas utilisé l'expression trafic de stupéfiants? Bien parce que le narcotrafic renvoie à un trafic d'envergure au niveau international, et ça part du constat d'une augmentation du trafic de cocaïne, notamment en France, depuis les années 2010-2014, assez inquiétant, et vous le savez, les mineurs sont malheureusement plus ou moins associés directement ou indirectement à ces trafics de stupéfiants. C'est pour ça que ces deux lois se rejoignent. Elles se rejoignent parce que finalement, le fil rouge, si je puis dire, c'est le durcissement du droit pénal des mineurs, aussi bien pour ce que, vous verrez, j'ai appelé le droit pénal des mineurs de droit commun que le droit spécial des mineurs, et ce malgré les censures du Conseil constitutionnel pour ces deux lois, parce que le Conseil constitutionnel a été saisi sur la loi Attal. Il a rendu une décision du 19 juin 2025 censurant un grand nombre de ces dispositions. Et sur la loi narcotrafic, c'est la décision du 12 juin 2025, assez décevante, je crois, pour les spécialistes de la question, puisqu'il va valider, ou en tout cas formuler des réserves d'interprétation qui vont laisser prospérer certaines nouveautés, comme le dossier coffre. Donc quand on regarde un peu ces deux lois, en particulier la loi Attal, on se dit que ce droit pénal des mineurs, il est en train d'être séparé en deux, d'être dissocié, comme je vous disais, avec des dispositions qui concernent le droit pénal commun, mais là encore, si on devait apporter un regard, on se rend compte qu'il y a un durcissement de ces dispositions-là. On est un petit peu loin, je suis désolée, de l'esprit qui avait porté la réforme du droit pénal des mineurs et l'adoption du Code de la justice pénale des mineurs en 2021, et un droit spécial touchant donc aux mineurs délinquants dès lors que ceux-ci sont poursuivis pour des infractions en matière de terrorisme ou des infractions en matière de bande organisée. Donc j'ai choisi un plan très simple pour vous présenter ces nouveautés. Tout d'abord, donc, les dispositions touchant au droit commun des mineurs délinquants. Ici, 3 points à vous souligner. Tout d'abord, des modifications qui vont toucher la mesure éducative judiciaire provisoire. Et là, vous allez me dire, tiens, c'est étrange, parce que dans mesure éducative judiciaire provisoire, il y a le terme éducatif. Donc pourquoi est-ce que vous parlez de durcissement? Vous allez comprendre pourquoi lorsqu'on va examiner les détails. La procédure d'audience unique avec la question du placement en détention provisoire du mineur par le JLD. Il y aura des modifications ici qui ont été apportées en résultat, on va dire, d'un certain nombre de recommandations qui avaient été formulées. Et la question de la responsabilité pénale, vous voyez, j'étais maligne, si je puis dire, j'ai pas précisé responsabilité pénale des mineurs ou des parents, parce qu'on va parler des deux, bien entendu. Alors, s'agissant des mesures éducatives, de la mesure éducative judiciaire provisoire, l'idée est de l'encadrer, cette MEJP, afin d'instaurer ce que j'ai appelé une sorte de contrainte, et ce, à deux niveaux. Tout d'abord au niveau des obligations de cette MEJP, et ensuite s'agissant du non-respect de cette MEJP. S'agissant des obligations de la MEJP, il faut signaler la création d'une nouvelle obligation. Alors, je n'ai pas trouvé véritablement d'intitulé dans le texte, je me suis essayée à la nommer, soit obligation de présentation ou obligation de pointage. Vous voyez, c'est l'article L323-1 qui va être complété d'un alinéa 3, qui prévoit désormais, donc, au titre de cette MEJP, une obligation de se présenter périodiquement, pour le mineur bien entendu, au service, association, habilité ou autorité désignée par juge des enfants, tribunal pour enfants, juge d'instruction ou le JLD.
et ce pendant une durée de 6 mois, ces services et associations étant tenus à une obligation de confidentialité, puisqu'on leur demande ici la plus stricte discrétion sur les faits reprochés aux mineurs. Alors, on est dans le cadre d'une mèche P, donc soit pendant la césure, soit avant l'audience unique ou l'audience de culpabilité, s'il y a des ferments, bien entendu. Ça ressemble à quoi, finalement, ici? Ça ressemble à une obligation du contrôle judiciaire. Donc, on se dit, tiens, c'est quand même étrange. C'est une mesure, normalement, éducative, judiciaire, provisoire, et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va faire du contrôle du mineur. Voilà. Alors, quand on lit les rapports d'évaluation qui ont été publiés en 2023, on se rend compte qu'il y a un engouement de la part des magistrats sur les interdictions de la MESHP. Vous savez, toutes ces interdictions de paraître, d'entrer en contact, etc., notamment l'interdiction de la mesure de couvre-feu, et de telle sorte que ces interdictions semblent constituer aujourd'hui le premier degré de contrainte. C'est-à-dire qu'avant de recourir à un contrôle judiciaire, on va d'abord tester ces interdictions-là en se disant est-ce que ça va marcher? Et puis, si ça ne marche pas, je passerai au contrôle judiciaire. Sauf que j'ai envie de dire, ça s'est peut-être vu un peu trop, et donc du coup, on va renforcer cette mesure éducative judiciaire provisoire avec la création de cette nouvelle obligation, mais également en modifiant la mesure de couvre-feu. Vous vous souvenez, cette mesure de couvre-feu a été prévue pour une durée qui était comprise entre 22h et 6h du matin, donc le mineur ne pouvait pas aller et venir sur la voie publique sans être accompagné de l'un de ses représentants légaux. Aujourd'hui, maintenant, vous voyez, je vous ai mis le texte, cette mesure de couvre-feu consiste en une interdiction d'aller et venir sur la voie publique sans être accompagné de l'un de ses représentants légaux, bien entendu, mais aux horaires fixés par la juridiction. Voilà. Il n'y a plus ici ce qui faisait la caractéristique finalement de ce couvre-feu, mais vraiment c'est à la disposition de la juridiction pour une durée qui ne peut excéder 6 mois, sauf pour l'exercice d'une activité professionnelle, pour le suivi d'un enseignement, d'une formation professionnelle ou pour un motif impérieux d'ordre médical ou administratif. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que ici, cet élargissement finalement des conditions de la mesure de couvre-feu, on va les retrouver, on va retrouver cet élargissement lorsque la MEJ est prononcée à titre de sanction, en vertu de l'article L112-2 du CJPM. Vous allez me dire, oui, mais quelles sont les conséquences finalement lorsqu'on ne respecte pas ici les conditions d'un couvre-feu? Mais également, on va intégrer ici cet élargissement aux alternatives aux poursuites de l'article 41-1 du CJPM, auquel renvoie l'article L422-1, troisièmement, puisque désormais cette interdiction d'aller et de venir, c'est le procureur de la République qui va définir les conditions et les motifs ici qui vont conduire à une restriction donc, de la liberté d'aller et de venir du mineur. Donc c'est quand même assez significatif d'un renforcement, d'un durcissement ici pour le signaler, une durée de 6 mois également, et on a également des justificatifs, sauf pour l'exercice d'une activité professionnelle, du suivi d'un enseignement, formation professionnelle ou un motif impérieux d'ordre médical ou administratif. Donc ça se resserre, ça se durcit, et ce d'autant plus lorsqu'on se penche, petit 2, sur la question du non-respect, cette mèche, non-respect de la mesure éducative judiciaire provisoire, et là on voit encore plus la volonté ici de donner plus de force contraignante à cette mèche, et en particulier à ces interdictions lorsqu'elles ne sont pas respectées par le mineur. C'est l'article L323-2 du CJPM qui va se trouver complété ici d'une sorte de procédure qui peut conduire en tout cas à une audience de recadrage par le juge des enfants. Je m'explique. Désormais, lorsque le service d'enquête constate la violation des interdictions prévues au 5e et 7e dans le cadre de la mèche, bien entendu, il va devoir informer le juge mandant ou à défaut le magistrat du parquet territorialement compétent. Il en informe également les représentants légaux. Il établit un PV qui est transmis sans délai au juge des enfants. Et le juge des enfants va pouvoir convoquer le mineur et ses représentants légaux à une sorte d'audience de recadrage
pour rappeler les obligations ici qui découlent en vertu de la MEJP, mesure éducative judiciaire provisoire. Je ne parle pas de contrôle judiciaire. Vous voyez ici un petit peu le changement de ton, le changement de tonalité, PV bien entendu dressé. Et une copie sera remise aux mineurs ainsi qu'à ses représentants légaux après émargement. Le texte poursuit en disant que la possibilité ici d'actionner cette procédure de recadrage qui peut aboutir à donc une audience de recadrage, une fois encore c'est moi qui l'intitule comme ça, hein, c'est pas dans les textes, va pouvoir couvrir une autre hypothèse, à savoir lorsque la PJJ constate tout événement de nature à justifier la modification de la mesure. Peut-être parce que le mineur ne le respecte pas, donc la PJJ va pouvoir ici informer, en tout cas le juge des enfants, afin que le juge des enfants convoque le mineur et ses représentants légaux. Ça, j'en ai pas encore discuté avec les éducateurs de la PJJ, mais je ne suis pas persuadée que ça soit bien réceptionné de leur part, parce qu'on sait que régulièrement, ils estiment qu'on est en train de transformer leur profession en agent de contrôle, et là, je pense que c'est une manifestation ici de cette transformation des professions. À voir, il n'y a pas d'obligation, à voir s'ils le feront ou pas. Oui. Oui, je rebondis sur le changement de dynamique ou des agents de la PJJ qui, bon, ils se sont mis au pli du CJPM, mais c'est sûr que la donne a un peu changé. Le gros changement, ou un des gros changements du CJPM, c'est la suppression de l'instruction par le juge des enfants et l'instauration en matière correctionnelle de la procédure de mise à l'épreuve éducative avec 2 audiences. En fait, en droit pénal des mineurs, on essaye de concilier 2 inconciliables, c'est-à-dire aller vite, parce que ça n'a pas de sens d'avoir une sanction qui tombe 2 ans après les faits, surtout pour un mineur. Donc il faut aller vite, et en même temps on ne peut pas aller trop vite non plus, parce qu'on a besoin de temps pour réaliser des investigations sur la personnalité du mineur. Des vraies investigations, parce qu'on sait que pour les majeurs, les investigations, elles sont limitées à pas grand-chose. Alors, on conciliait ces impératifs sous l'ordonnance de 45 avec un principe d'information judiciaire pour tout le monde. Et c'est le juge des enfants qui faisait cette instruction la plupart du temps, sauf en matière criminelle où c'était une compétence exclusive du juge d'instruction. Et puis, donc, il y avait une phase préparatoire qui était souvent assez longue, et puis ensuite, c'était jugé rapidement, soit par le juge des enfants, soit par le tribunal pour enfants. Le CJPM, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a une phase de mise en état qui est en réalité très courte, et une phase de jugement qui, elle, s'inscrit dans la durée, avec 2 audiences, une audience sur la culpabilité et une audience sur la sanction avec un délai de 6 à 9 mois entre les 2. Ce qui fait que le rôle de la PJJ, qui était en soutien du juge des enfants au stade de l'information judiciaire autrefois, se retrouve désormais en soutien du juge des enfants, mais plus tard, c'est-à-dire souvent dans la période de mise à l'épreuve éducative, une fois que la culpabilité a été prononcée. Et donc les éducateurs de la PJJ ont un peu mal vécu au début ce changement de perspective en disant on passe d'une aide à la prise de décision et d'une aide à la compréhension de la situation du mineur, est-ce qu'on ne devient pas un peu agent de probation maintenant? Voilà. C'est pas tout à fait le cas, mais en tout cas, c'est vrai que c'est quand même un changement et que ce que disait Eudoxie est tout à fait juste. C'est quand même un changement de perspective. Voilà, c'était juste pour mettre en perspective justement ça. Je te remercie, parce que c'est vrai qu'ils ont une position délicate, vous allez me dire que les avocats aussi, mais c'est quand même pas le même positionnement. Parce que bon, le mineur quand même leur fait confiance, mais d'un autre côté, ici, on leur demande d'aller dire au juge des enfants qu'il y a quelque chose qui nécessite une modification. Après, ça peut être aussi une bonne chose, puisque ça permet d'adapter la mesure éducative judiciaire provisoire et éviter qu'il y ait des loupés, qu'il y ait des ratés, qu'il y ait des violations. Alors les choses auraient pu être pires, vous voyez, je ne peux pas m'empêcher de parler de ce qui a été censuré. Les choses auraient pu être pires, puisque la loi Attal prévoyait la possibilité de passer le mineur en rétention d'une durée maximum de 12 heures en cas de violation donc de ses obligations au titre de la MEJP. Une rétention
rétention qui intervenait sur décision de l'OPJ uniquement. Et le Conseil constitutionnel a estimé qu'ici, cette rétention ne présentait pas de garantie suffisante au regard du PFRLR, donc de justice pénale des mineurs, en particulier s'agissant de l'exigence d'une procédure adaptée. Deuxième point, toujours sur ce droit commun des mineurs délinquants, la question de la procédure d'audience unique avec la question qui s'était posée du placement en détention provisoire par le JLD. Donc vous savez que ce n'est pas le juge des enfants qui place au moment du déferment le mineur si nécessaire en détention provisoire. Il y avait eu tout un débat ici où on s'était dit ces principes d'impartialité versus principe de spécialité. Et quelques petits rappels ici sur la volonté du législateur lorsqu'il a adopté la réforme du CJPM, puisque la volonté première principale, et ça rejoint ce que disait Philippe avec la suppression d'instruction, c'était de faire baisser le nombre de mineurs placés en détention provisoire, puisqu'on arrivait à des taux particulièrement importants, 78,2 mineurs placés, incarcérés au titre de la détention provisoire. Voilà, où est la liberté qui normalement est le principe. Et, voilà, c'était tout en plus inquiétant et anormal, je pense, puisque lorsqu'on regardait les chiffres des majeurs, c'était absolument pas une telle répartition, une telle proportion. Donc, volonté ici de faire baisser la détention provisoire. Du coup, vous le savez que la détention provisoire, elle ne peut pas être décidée en première intention, si je puis dire. Lorsqu'il y a un déferment, elle va être possible que, dans un certain cas, lorsqu'on actionne la procédure d'audience unique à l'égard des mineurs de plus de 16 ans. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On saisit le JLD afin qu'il se prononce sur ce placement en détention provisoire. Oui, mais voilà, cette procédure d'audience unique, on aura l'occasion de le rappeler, c'est normalement une procédure qui est actionnée à titre exceptionnel, qui nécessite que soient réunies un certain nombre de conditions, des conditions qui conjuguent l'âge du mineur et la peine encourue, mais également des conditions tenant à l'antécédent éducatif du mineur et la présence dans le dossier d'un rapport éducatif datant de moins de 1 an. Sachant que le législateur n'a pas précisé à partir de quand est-ce qu'il fallait dater ce moins de 1 an. Voilà, est-ce que c'est à partir des faits, à partir du déferlement, à partir du jugement? Ça, on n'a toujours pas plus de précision. On nous dit datant de moins de 1 an. Très bien. Sauf que certains JLD ont fait de la résistance en se disant que, certes, ils étaient spécialement désignés pour traiter des affaires concernant les mineurs, qui ne sont pas spécialisés, on le sait, mais quand même, il leur fallait le dossier complet pour statuer sur le placement en détention provisoire, et qu'il leur fallait ce rapport éducatif, qui est une condition indispensable à la mise en œuvre de la procédure d'audience unique. Réponse de la Cour de cassation, non, seul le RRSE sera nécessaire, mesdames et messieurs les JLD, le rapport éducatif datant de moins d'1 an n'est pas nécessaire au jour où statue le JLD. C'est la décision de la Chambre criminelle du 6 avril 2022, à laquelle répond la décision du 22 février 2023, parce que tant qu'on continue, et si on n'a toujours pas ce rapport éducatif, à un moment donné, ça pose difficulté au jour du jugement. Il est où le rapport? Il n'y est pas. Il y a quand même des questions assez importantes ici en termes de détention provisoire injustifiée, si le mineur a fait de la détention provisoire et qu'au final on n'a pas de rapport éducatif, des questions de saisine de la juridiction. Et la Chambre criminelle du 22 février 2023 nous dit, alors ce rapport éducatif, il va devoir être versé avant l'audience. S'il n'est pas versé avant l'audience, la juridiction spécialisée ici ne pourra ni reporter l'audience à une audience ultérieure parce qu'on considère qu'elle n'est pas régulièrement saisie, ni faire ce que j'appelle une permutation, se dire « Ah, la procédure d'audience unique n'est pas très conforme, c'est pas grave, on change, on opte pour une procédure de mise à l'épreuve éducative, puisque le texte, globalement, le permet, parce qu'en réalité, ça pourrait être considéré comme étant du détournement de procédure. » Voilà. Donc ça, c'est un petit peu pour vous rappeler le contexte, ici, par rapport à ce rapport éducatif. Les rapports d'évaluation ont dit que finalement, cette situation ne pouvait pas tenir. Et donc, désormais, l'article L423-9 modifié du CJPM rend obligatoire, avant toute réquisition ou placement en détention provisoire, la présence du rapport éducatif datant de moins de 1 an, le rapport mentionné
donné au petit a du deuxième de l'article L403-4, c'est celui-là. D'accord? Donc il nous faut le RRSE et il nous faut le rapport éducatif datant de moins de 1 an. Ça tombe bien. Ça tombe bien parce que finalement le RRSE il va devenir presque facultatif dans l'histoire, si je puis dire. Puisque là encore, nous dit-on, pour simplifier les choses, pour accélérer encore plus la procédure, parce que les journées de déferment, vous le savez, elles sont intenses, chaque minute compte. Bon, qu'est-ce qu'on va encore demander à l'éducateur de permanence de réaliser un RRSE, un recueil de renseignements socio-éducatifs? C'est complexe, il faut reprendre tout l'historique du mineur, l'actualiser, etc. Bon. Une simple note de situation actualisée suffira. Et c'est ce qui figure désormais à l'article L322-3, alinéa 3, en vigueur à compter du 1er décembre 2025. Le recueil de renseignements socio-éducatifs peut être remplacé par une note de situation actualisée lorsque le mineur est suivi par les services de la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre d'une mesure éducative judiciaire, d'une mesure éducative judiciaire provisoire, d'une mesure de sûreté ou d'une peine, bref, lorsque le mineur est connu des services. Voilà. Moi, ça me rend dingue. C'est-à-dire qu'au départ, normalement, quand on effectue des investigations sur un mineur, c'est la MJE, la mesure judiciaire d'investigation éducative, qui est un gros document, qui est pluridisciplinaire, c'est en principe un éducateur, un psychologue, ça peut être un médecin. C'est un vrai travail qui s'inscrit sur la durée, qui est fait d'ailleurs généralement pendant la période de mise à l'épreuve éducative, c'est-à-dire entre les deux audiences que j'évoquais tout à l'heure, entre l'audience culpa et l'audience sanction, parce que c'est un gros travail. On sait que depuis longtemps, on admet, pas pour tout, mais enfin on admet le recueil de renseignements socio-éducatifs, qui est un document beaucoup plus succinct, qui fait 1 à 2 pages, qui est réalisé souvent un peu dans l'urgence par des éducateurs pleins de bonne volonté, c'est pas la question, mais sur la base d'un seul rendez-vous qui dure 1 heure à peu près. On sait qu'il y a eu plein de problèmes sur le RRSE, savoir si le parquet pouvait s'appuyer sur le RRSE quand il y avait un aveu qui était fait dans le RRSE, alors que le même mineur, lorsqu'il avait été entendu par les services de police ou de gendarmerie, avait contesté les faits. Et donc il y a eu une QPC sur cette question, le confrère ayant soulevé une très bonne question en disant « Est-ce qu'il est possible et normal que le RRSE se retourne contre le mineur alors que son but est éducatif et son but n'est pas, c'est pas un élément d'enquête à proprement parler ?» Et si vraiment le RRSE, c'est-à-dire concrètement l'aveu qui est fait à ce moment-là par le mineur, si ça peut se retourner contre le mineur, si ça peut être utilisé dans la procédure, alors il faut, 1, le droit de se taire, que ça lui soit notifié, 2, que la présence de l'avocat soit obligatoire. Le Conseil constitutionnel répond, droit de se taire, oui. Droit à l'assistance d'un avocat, je ne parle même pas de l'obligation, même pas le droit, non. Moyennant quoi, c'est un peu ni fait ni à faire, parce que le RRSE, en fait, il est maintenant, vous en avez peut-être déjà vu, en fait, c'est une trame. Et au-dessus de la trame, il est simplement indiqué, en application de l'article L331 quelque chose du CJPM, le droit de se taire a été notifié. Est-ce que c'est vrai? Peut-être. Est-ce que c'est pas vrai? Peut-être. On ne sait pas, puisqu'on n'y est pas, par définition. Et donc, c'est un peu décevant. Voilà. Surtout que l'avocat n'est pas présent. Mais encore, le RRSE, il est à peu près construit, organisé. On a des articles du Code qui nous en parlent, ce sont les articles L322-1, on sait ce que c'est, on est habitué, ça existe depuis un moment. On a 4 ou 5 articles du CJPM qui en parlent. Et voilà que maintenant on nous explique que le RRSE peut être remplacé par une note de situation actualisée. Mais c'est quoi cette note de situation actualisée? Là, pour le coup, c'est l'inconnu. On ne sait pas. On comprend bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est les éducateurs qui, un peu, sans refaire un RRSE, vont rajouter 3 vagues compléments en disant par rapport à la dernière fois, il s'est passé ça et ça. Voilà, c'est ça. C'est quand même succinct. Ça devient de plus en plus succinct. Mais alors je pose la même question, moi. Là, ça donne envie de poser une QPC.
D'abord, j'aime bien poser les QPC. Et puis, ça donne envie. Cette note de situation dont on nous parle, est-ce qu'elle peut être utilisée contre le mineur? Si, par exemple, juste dans la note de situation, il y a un aveu, ça peut? Je pense que oui. Mais alors, est-ce qu'il ne faudrait pas que, même pour la note de situation, on vienne notifier le droit de se taire? Logiquement, les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Et pourquoi pas retenter le droit à l'assistance d'un avocat? Ça m'étonnerait que ça passe, mais enfin, on ne sait jamais. En tout cas, il y a quand même un problème, parce qu'à force, au début, on a une MJE, puis après un RRSE, puis après une note de situation, puis bientôt ce sera un timbre-poste en disant, voilà, voire rien. Ça fait partie normalement des cadres essentiels qui font qu'on ne peut pas juger un mineur sans investigation sérieuse sur sa personnalité. Donc c'est quand même un peu problématique, me semble-t-il. Vous aviez une question? Juste une remarque sur le RRSE, parce qu'effectivement j'ai remarqué là récemment que maintenant il y a quand même une annexe au RRSE pour me dire vous avez bien fait de terre, etc. Mais finalement, je pense qu'ils essayent de se protéger. Est-ce qu'on a vraiment la garantie que le mineur signe en connaissance de cause? Parce que quand on a 15 ans et qu'on est dans cette situation, est-ce que vraiment on comprend la portée de ce droit? On est sous la pression? Enfin, je pense qu'ils rajoutent un de plus qui finalement n'apporte pas vraiment la garantie. Oui, mais c'est juste, on ouvre le parapluie en disant, n'allez pas chercher la nullité du RRSE ou n'allez pas soulever. Regardez, il a accepté en connaissance, il a reconnu qu'on lui avait donné le droit de se taire. Le droit de se taire, c'est pas la même chose quand on vous le notifie que vous avez un avocat à côté ou pas. Surtout quand vous êtes un mineur. Et puis quand c'est un éducateur et pas un policier ou un gendarme, c'est plus facile, j'allais dire, de résister paradoxalement à un policier ou à un gendarme. Surtout parce que vous avez votre avocat à côté, obligatoirement. Et que donc, quand on vous demande « est-ce que vous reconnaissez les faits ?» Non. Vous êtes sûr? Oui, je ne reconnais pas les faits. Voilà. Ça va s'arrêter là. En revanche, quand c'est un éducateur qui a un discours complètement différent, qui est « alors, bon, on va d'abord commencer, tu as des frères et sœurs, comment ça se passe? Et tes parents, comment ça se passe? Et puis petit à petit, mais de manière très sympathique, agréable, pas pernicieuse, c'est pas le cas du tout, mais quel regard tu portes sur les faits? Tu sais ce qui t'est reproché? Oui, d'avoir mis le feu à un gymnase. D'accord. Qu'est-ce que tu en penses? Je reconnais que c'est pas malin. Je reconnais que c'est pas malin. On a, en réalité, on est moins sur ses gardes devant un éducateur parce que la perspective est différente, parce qu'il n'est pas habillé en policier, parce que c'est pas la même chose. Et donc, moi, je trouve ce glissement, pour le coup, dangereux. Oui. Alors, d'abord, je pense qu'un enquêteur POP, en comparution immédiate, ne se permettrait pas de poser la question à celui qui le reçoit avant qu'il passe à l'audience, de savoir s'il reconnaît les faits. Donc du coup... Ne le direz pas comme ça. Les mineurs vont se retrouver sans RRSE d'abord moins bien que les majeurs, puisqu'eux ont toujours l'enquête POP. Ensuite, je ne vois pas pourquoi on poserait à un mineur qui est en situation de vulnérabilité plus de questions qu'à un majeur à l'occasion d'une enquête POP, sachant que l'avocat est obligatoire en garde à vue. Et que la présence renforçant le caractère obligatoire de la présence de l'avocat en garde à vue qui accompagne le mineur va vers une évolution de plus en plus forte. Bien sûr. Alors, bien sûr. Comment, et je finirai par là, ces éducateurs de la PJJ, qui je vous avoue au quotidien, pas forcément mon amitié, peuvent se plaindre à la fois dans les mèches de devoir faire le rôle d'un contrôleur judiciaire et en même temps, au moment du RRSE, de se poser en inquisiteur sur une vérité qui ne leur appartient pas, parce qu'en réalité, ils n'ont pas lu le dossier. Donc vous voyez, c'est un peu compliqué quand même. Bien sûr, bien sûr. Je ne suis pas sûr qu'ils soient vraiment en inquisiteur. Et je ne suis même pas sûr qu'ils pensent à mal. Il y en a qui ont une curiosité malsaine. Ça peut. Mais même plein de bonne volonté et de bonne foi. Même ça, au final,
le mineur baisse la garde. Et On leur pose, on leur demande de faire une évaluation. je sais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. C'est une vraie question. On voit bien que les enjeux ont changé, quoi. Et du coup, tout est important et ça questionne une fois encore le positionnement de l'éducateur. Voilà. Le positionnement de l'éducateur, qu'est-ce qui se passe dans le bureau de l'éducateur? Souvent le mineur est seul, il n'y a pas les représentants locaux non plus, donc effectivement il peut être amené à se confier. Et puis l'exercice du droit de se taire, honnêtement, c'est compliqué. C'est compliqué, même à un policier, et même avec son avocat à côté. Et ça, quand il y a des barres, on prend la caméra et on la regarde. En garde à vue. On prend le film et on le regarde. C'est rare, mais ça. Oui. Et on regarde. Oui, mais non, mais ne serait-ce que le fait, bien sûr, et ne serait-ce que le fait de dire ce qui peut arriver, par exemple, je pense, en matière en criminalité organisée avec des gardes à vue de 4 jours, où à la fin on n'en peut plus. Moi j'ai un client qui n'est pas un vrai délinquant, il se trouve qu'il se retrouve embarqué dans un truc, il n'a pas l'habitude de la garde à vue. Premier jour, ça se passe pas trop mal. Deuxième jour, il est fatigué. Troisième jour, il sait plus ce qu'il dit. Et donc, au bout d'un moment, on dit à l'enquêteur, stop, voilà, mon client va faire jouer le droit de se taire. Voilà. À partir de maintenant, il répond plus. Et alors, moi, je me souviens de mon client qui était à côté, qui me dit, mais en fait, je sais plus ce que je dis. Je dis, mais on va s'arrêter tout de suite. Si j'avais pas été là, mais il continue à parler, il aurait raconté n'importe quoi, il aurait avoué des trucs qu'il n'avait pas fait même, c'était plus là. Il n'était plus en état. Simplement, c'est compliqué de dire à un policier qui est insistant depuis 3 jours, quand on n'a pas bien mangé, pas bien dormi, c'est compliqué de dire bah, « je vous réponds plus ». Il y a des gens qui en ont l'habitude, ceux qui font du trafic de stupes, et moi, je me souviens qu'il y a longtemps, quand j'ai assisté des clients en garde à vue, ils avaient plus que moi l'habitude de la garde à vue. Moi, j'étais tout impressionné, mais alors eux, pas du tout. Ils allaient en garde à vue comme j'allais acheter une baguette de pain. Et quand on pouvait leur poser 15 fois la question, mais alors vraiment, rien du tout. Ils ne bougeaient pas, ils disaient, je ne parle pas. Voilà. Et ils n'étaient pas inquiets. La seule chose qui les intéressait, c'était de savoir s'ils pouvaient aller plutôt à l'Huine ou plutôt au Baumette, parce qu'ils avaient des copains d'un côté ou de l'autre. Mais sinon, eux, ils n'ont pas peur de rien. En revanche, plus on est intégré dans la société, plus on a à perdre et moins on a l'habitude, plus on est fragile au moment de la garde à vue. Et donc, il y a des moments où le simple fait de dire « à partir de maintenant, je me tais », c'est très compliqué. Après je finis, mais d'autant plus que, en fait, on a envie, presque naturellement besoin de prouver qu'on est innocent. Et donc, on ne fait que parler. Et c'est pas toujours bon. C'est surtout inquiétant pour l'enquêteur qui voit arriver les fins de ses investigations, alors que souvent le juge d'instruction ou le procureur lui a donné, dans le cadre de la commission rogatoire ou de l'enquête de flagrance, encore du temps pour faire aboutir les investigations. Ils n'aiment pas ça, et souvent ils mettent la pression. Mais quel est l'intérêt pour la manifestation de la vérité, c'est comme ça qu'il faut conclure le propos avec ces gens-là, de quelqu'un qui dit n'importe quoi? Si c'est vraiment n'importe quoi, aucun intérêt. Mais ceux qui recherchent quand même, on le sait bien, c'est quand même, on recherche un peu l'aveu, hein, parce que ça facilite après la suite. Vous avez avoué. Voilà. En présence de votre avocat. En plus. Sous la responsabilité. Bien sûr. Effectivement, pour finir sur cette question, on a de la jurisprudence du coup sur le fait de la valeur d'un aveu qui est fait dans le cadre d'un rapport RSE qui viendrait contredire les déclarations d'un mineur ou pas encore? Je ne crois pas qu'on ait d'arrêt de la Cour de cassation, mais on sait que c'est admis. Il n'y a que des décisions des juges du fond. À ma connaissance, pas d'arrêt de la Cour de cassation, mais c'est admis. On le sait d'autant plus. En fait, il faudrait prendre à rebours la QPC qui a été posée. C'était une composition pénale, si mes souvenirs sont bons, qui avait été. Je me souviens plus. Qui avait échoué, du coup, mais il y avait eu des poursuites. Ouais, c'est ça. Ressorti le RRSE. Alors, c'était à une époque où la trame du RRSE comportait la question de, en gros, comment est-ce que tu te positionnes par rapport au fait. Oui. Voilà.
Et on nous avait dit après coup qu'avec le CGPM, c'était de toute façon une autre trame qui aurait été choisie et que la censure du Conseil constitutionnel n'aurait rien fait. Bref. Donc comment est-ce que tu te positionnes par rapport au fait? Les mineurs, là, effectivement, avaient avoué. Et cet aveu avait permis de fonder la condamnation du mineur. Donc c'était une composition pénale qui avait échoué, parce que la RRS est obligatoire pour la compo pénale. Compo pénale qui échoue, paf, poursuite et condamnation par le TPE. Le Conseil constitutionnel, voilà, je retrouvais la décision, dit la chose suivante. L'agent compétent du service de la PJJ chargé de la réalisation du RRSE, alors on était à l'époque sous l'ordonnance de 45, donc peu importe, a la faculté d'interroger le mineur sur les faits qui lui sont reprochés. Ce dernier peut être ainsi amené à reconnaître sa culpabilité dans le cadre du recueil de renseignements socio-éducatifs, et ce rapport peut être porté à la connaissance de la juridiction de jugement. Le Conseil précise, en ne prévoyant pas que le mineur entendu par le service de la PJJ doit être informé de son droit de se taire, les dispositions contestées portent atteinte à ce droit. Donc on a modifié l'article L, je ne sais plus lequel c'est, L322.3, je crois, oui c'est ça, où on a rajouté, c'est la loi Confiance du 22 décembre 2021, le mineur entendu par le service de la PJJ est informé préalablement à l'entretien de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés. Mais si on a eu besoin de le préciser, c'est que on a déjà eu au moins un cas à propos de la fameuse QPC. Et si je peux me permettre maintenant, il faut la notification du droit de se taire également pour les MJE, mesures judiciaires d'investigation éducative, parce qu'il y a une modification d'un article, alors pour le coup je n'ai plus en tête, du Code de procédure pénale qui impose le droit de se taire dans le cadre des enquêtes de personnalité. Donc, eux, ils ont intégré en se disant la MJE au moins, voilà, lorsqu'elle est provisoire, préjudicielle, avant, parce qu'il y en a qui sont ordonnés avant l'audience de CUPA, des MJE. Et oui, c'est possible, c'est un déferment. On peut prononcer une MJE jusqu'à l'audience de CUPA. Et donc, dans ce cadre-là, il y a un risque, du coup, que le mineur avoue, dise des choses qui n'allaient pas dans son sens. Donc, notification du droit de se taire également pour ces MJE-là. Ce qui est cohérent. Si on impose le droit de la notification pour le RRSE, il n'y a pas de raison qu'on n'impose pas pour la mesure judiciaire d'investigation et éducative également. Ceci étant dit, j'étais sûre que ce serait passionnant les échanges ce soir. Ceci étant dit, un petit pour aller plus loin, car la loi Attal prévoyait justement d'aller plus loin. Je ne rentrerai pas dans les détails puisque ça a été censuré par le Conseil constitutionnel, mais on envisageait la création d'une procédure de comparution immédiate pour les mineurs âgés d'au moins, finalement c'est 16 ans qui avait été retenue, lorsque la peine encourue était supérieure ou égale à 3 ans, à partir du moment où on avait la présence d'un antécédent éducatif, puisqu'en fait on se servait de la procédure d'audience unique ici pour accélérer le jugement du mineur, et on envisageait également l'abaissement des seuils d'âge pour la mise en œuvre de la procédure d'audience unique. Aujourd'hui, c'est 5 et 3 ans, et ça passait à 3 et 1 an, voilà, selon l'âge du mineur. J'interviens. Mais pardon. Avec plaisir. Ça aussi, heureusement que le Conseil constitutionnel est intervenu, mais c'était hallucinant. Et la comparution immédiate, dont on sait déjà que c'est quand même problématique pour les majeurs, quelle bonne idée de le faire pour les mineurs. Il fut un temps où le droit pénal des mineurs était un laboratoire du droit pénal commun. On a commencé par exemple avec l'enregistrement audiovisuel des gardes à vue pour les mineurs, et on s'est dit en fait, il faut d'abord protéger les mineurs, c'est le plus important, donc on va le faire comme ça. Et après, on s'est dit, en fait, on va l'étendre aux majeurs, seulement à la matière criminelle, mais enfin, ça allait dans ce sens-là. Maintenant, on voit le mouvement inverse, c'est-à-dire, tiens, la comparution immédiate, dont on sait tous que c'est d'une violence absolue, si on l'appliquait aux mineurs, sachant qu'on a avec l'article L423-4 du CJPM, c'est-à-dire la procédure à 2 audiences, en réalité un mécanisme qui est proche de la comparution immédiate, c'est-à-dire déferment, à la sortie garde à vue d'abord, à la sortie de la garde à vue déferment, à la sortie du déferment audience unique, avant l'audience unique une pré-audience devant le JE, voire le JLD, pour contenir le mineur jusqu'à l'audience unique, ce qui fait qu'en réalité le mineur ne sort pas, on le tient
notamment, le procureur de Paris avait dit que c'était très adapté pour les mineurs non accompagnés. Ben oui, parce qu'on craignait de ne pas les revoir. Adapté, je ne sais pas, un peu discriminatoire sans doute, mais en tout cas, on les tient. Et donc, c'est pas la peine de créer la comparution immédiate. Et en plus, la proposition de loi Attal disait, l'article L423-4, Eudoxile disait, c'est à titre exceptionnel, le procureur de la République peut choisir une audience unique pour les mineurs devant le TPE, c'est-à-dire avec tout l'éventail pénal, donc les peines et même les peines d'emprisonnement ferme. Le procureur de la République peut choisir ça si il y a deux conditions. Mais première condition, il faut que le mineur encourt 3 ans, au moins 3 ans s'il a entre 13 et 16 ans, et non, pas du tout. Non, au moins 5 ans s'il a entre 13 et 16 ans, et au moins 3 ans entre 16 et 18 ans. 3 ans, c'est le vol simple, le vol d'un stylo, c'est déjà 3 ans. Donc, ça veut dire que pour les 16-18 ans, c'était à peu près tous les délits, parce que trouver des délits qui ne sont pas punis, enfin qui sont punis de moins de 3 ans, il faut chercher quand même. Alors il y en a un peu dans le droit de la presse, enfin, mais il n'y en a pas beaucoup. Les mineurs, j'ai remarqué, sont souvent poursuivis du chef de rébellion et d'outrage. Et oui. Et là, pour le coup, on est en dessous de 3 ans. Peut-être. Ouais. Alors, ok. Mais, bon, 3 ans, en tout cas, c'était quand même 95, à mon avis, % des délits. Après 5 ans, c'est un peu moins, et c'était pour les 13-16 ans. La proposition, le texte qui a été voté, censuré par le Conseil, c'était de passer de 5 à 3 et de 3 à 1. Ça veut dire que 1 an, alors là, des délits punis de moins d'1 an, il y en a très très peu. Il y en a quelques-uns, mais enfin, il faut les chercher quand même. Et les délits punis de 3 ans, ça veut dire que la majorité des délits, pour les 13-16 ans, permettait donc l'audience unique, en fait. Ça veut dire que textuellement, ça ne veut pas dire que c'est l'usage qu'allaient en faire les procureurs, puisqu'ils en font un usage plutôt modéré en réalité. Mais ça veut dire que tout était en place pour qu'on l'applique, si on voulait, à 95% des procédures. Ce n'est pas du tout le cas, mais enfin c'était quand même un signal un peu inquiétant. Pardon, Eudoxie, je t'ai coupé. Non, mais au contraire, du coup, le Conseil constitutionnel a censuré ces 2 dispositions sur le fondement, bien entendu, du PFRLR, de justice pénale des mineurs, et sur son aspect procédure adaptée, qui n'était manifestement pas rempli ici. Mais ça a été l'occasion finalement de valider, d'examiner et de valider la procédure d'audience unique, puisque le Conseil constitutionnel a fait quelque chose qu'il fait quand même assez rarement. C'est une sorte de relevé d'office ici d'un moyen, puisqu'il nous dit que, en ce qui concerne le grand 1 donc de l'article 423-4, il va examiner donc, la conformité à la Constitution de cette loi, qui est certes déjà promulguée, mais il estime que ça peut être apprécié ici à l'occasion de l'examen de dispositions législatives qu'il a modifiées. Donc il se saisit de l'occasion de la modification donc, de cet article 423-4 avec l'abaissement des seuils de la procédure d'audience unique et la mise en place donc, de cette procédure de comparution immédiate qui se rattachait à l'audience unique en disant je vais en profiter pour examiner cette procédure d'audience unique qui a été créée par le Code, et il la valide. Il la valide en invoquant ici 3 arguments. Il rappelle, et Philippe l'a dit, que c'est une procédure qui ne doit être utilisée qu'à titre exceptionnel. Je n'ai pas les chiffres en tête malheureusement, mais les rapports d'évaluation de 2003 confirment effectivement cet usage raisonné de la procédure d'audience unique de la part des parquets. Une procédure donc à titre exceptionnel. Il souligne ici l'exigence d'un antécédent éducatif et du fameux rapport datant de moins de 1 an. Et également, au titre des garanties, il rappelle la possibilité pour la juridiction saisie, si les conditions sont remplies, bien entendu, de permuter cette audience unique en procédure de mise à l'épreuve éducative. Voilà, si effectivement la personnalité du mineur nécessite ici l'ouverture d'une telle période de mise à l'épreuve éducative, après, bien entendu, l'avoir entendu ainsi que son avocat a entendu leurs observations.
Donc c'est intéressant de se dire, bon ben voilà, ça a été l'occasion un petit peu de sceller, de cristalliser cette procédure d'audience unique, dont on aurait peut-être pu s'interroger ici sur sa conformité au regard du PFRLR. Dernier point sur ce droit commun des mineurs délinquants, grand C, la question de la responsabilité. Alors, vous avez dit, je ne vous dis pas si je parle des mineurs, des enfants ou des parents. Donc bien entendu, la question s'est posée ici de l'aggravation de la responsabilité des enfants. On s'est un petit peu trouvé face à un mur, si je puis dire, et puis on a bien entendu envisagé la responsabilité des parents. Alors aggraver la responsabilité pénale des enfants, la loi Attal prévoyait une modification. Je te passe tout de suite le micro. Non, vas-y. J'explique juste le truc et après, promis, je te laisse réagir. Donc, prévoyait une modification de l'article L121-7 du CJPM en supprimant donc le caractère exceptionnel qui permet à la juridiction de jugement de ne pas tenir compte de l'atténuation de responsabilité pénale du mineur à partir de 16 ans, hein, bien entendu. Voilà. Donc, ce n'était pas exceptionnel, finalement. Voilà. On pouvait le faire comme on pouvait ne pas le faire. Et en excluant donc cette atténuation lorsque son mineur âgé de plus de 16 ans était condamné pour un crime ou un délit puni d'une peine au moins égale à 5 ans d'emprisonnement commis en état de récidive illégale. Le retour à l'atténuation était somme toute possible sous condition d'une décision spécialement motivée. Alors là, le Conseil constitutionnel a censuré en estimant qu'il y avait eu un inversement du principe. Monsieur le professeur, mon fils. Évidemment. Enfin, c'est curieux comme truc de vouloir considérer que les mineurs vont être d'abord traités comme des majeurs, sauf si, à titre exceptionnel, on les considère comme des mineurs. Enfin, c'est juste un non-sens absolu. Le principe même posé, mais depuis longtemps, depuis l'arrêt Laboub, enfin, c'est que si on a un code pour les mineurs aujourd'hui, s'il y a depuis longtemps des textes spécifiques pour les mineurs, c'est parce que ils sont moins responsables que les majeurs. On a une responsabilité progressive en fonction de l'âge. C'est pas nouveau, c'était déjà le cas dans le code justinien. Donc, c'est pas une découverte. Alors, en plus, on avait déjà le PFRLR, le principe fondamental reconnu par les lois de la République, qui disait très clairement que la responsabilité pénale des mineurs doit être atténuée en fonction de l'âge. Et bien, logiquement, plus on est mineur, moins on est responsable, et plus on approche de la majorité, moins on est responsable. Enfin, je ne sais pas si j'ai dit comme il fallait. Et plus on approche de la majorité, plus on est responsable. Mais on a la même chose avec les personnes qui souffrent d'un trouble psychique ou neuropsychique. Si le discernement est totalement aboli, eh bien, on n'est pas responsable. Si le discernement est altéré, on est partiellement responsable, ou responsable avec des sanctions partielles. C'est le même mécanisme, puisque le fondement même de la responsabilité pénale, c'est le discernement. Évidemment que le Conseil constitutionnel a censuré. Le plus effarant, le plus affligeant, c'est la réponse qui a été de dire « Bon, en fait, le problème, c'est la minorité. » Oui, enfin, d'accord. Et bien donc, on n'a qu'à, le coup prochain, c'est de fixer la majorité à 16 ans. D'abord, je ne suis pas certain que constitutionnellement ce soit possible, désormais. Je ne suis pas certain que conventionnellement, par rapport à la Convention internationale des droits de l'enfant, ce soit possible. Et quand bien même on le ferait pendant très longtemps, enfin jusqu'en 1900... c'était quand 1906 on avait fixé le seuil de la majorité pénale était 16 ans. Donc ça a été 16 ans. On peut à la limite revenir, c'est ça. Ça a été modifié en 1906, me semble-t-il. Pour y revenir, je ne suis pas sûr qu'à l'époque, il n'y avait pas le Conseil constitutionnel, il n'y avait pas la Convention internationale des droits de l'enfant. Mais à la limite, mais jusqu'au jour où on aura un fait divers sur un gamin âgé de 15 ans et 11 mois. Et on va dire, ah ben oui, mais alors c'est quand même un problème. Donc on descendra à 13, et jusqu'où on descend? Bon, ça n'a pas de sens. Le Conseil, pour le coup, là, il n'est pas toujours aussi ferme,
Mais sur ça, il a été, à mon avis, très clair. L'inversion n'est absolument pas envisageable. Bref. C'est une très belle décision, en tout cas. Oui, c'est une décision qui est rassurante. Elle est enfin un peu rassurante, surtout qu'elle fait suite à la décision narcotrafic, qui pour le coup avait à peu près tout validé quand même. C'est ça, dans le même temps. Alors du coup, qu'est-ce qui reste? Enfin, qu'est-ce qui reste? Non, c'est pas du tout comme ça qu'on peut envisager les choses, mais qu'est-ce qui reste dans cette loi Attal? C'est la responsabilité des parents. Alors, sachant que nous sommes tous bien d'accord qu'il est impossible d'empêcher la responsabilité pénale des parents du fait de leur enfant mineur, en raison du principe de responsabilité pénale personnelle. Pour autant, ça ne les a pas empêchés, malgré quelques réécritures, d'introduire une nouvelle circonstance aggravante au délit de l'article 227-17, qui est le manquement des parents à leurs obligations parentales au point de compromettre la santé, la moralité, la moralité et je sais plus. Santé, sécurité, moralité et l'éducation. Et l'éducation, voilà, de leur enfant, merci. Puisque désormais, lorsque cette soustraction a directement conduit à la commission par le mineur d'au moins un crime ou de plusieurs délits, ayant donné lieu à une condamnation définitive, elle est punie de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Là, on voit bien qu'on est en réaction par rapport aux émeutes de 2023, mais que font les parents? Voilà. Alors ici, cette circonstance aggravante, elle a été énormément discutée pendant les débats, et notamment dans les travaux préparatoires, beaucoup d'interrogations quant à la mise en œuvre, bien entendu, déjà le lien de causalité entre l'inaction du parent et l'acte de délinquance de l'enfant, quand on sait que la délinquance est multifactorielle, mais j'ai envie de dire, toute action humaine finalement est multifactorielle. Comment arriver à déterminer que c'est parce que, en raison de l'inaction du parent, l'enfant a commis cet acte-là? Ça va être compliqué. On a critiqué également la temporalité ici. Alors, attendre le jugement définitif d'un crime dans plusieurs délits, on ne dit pas combien d'ailleurs, on ne dit pas s'il faut attendre 2 délits, 3 délits, 4 délits, voilà, on ne sait pas. Plusieurs, habituellement, c'est 2. Oui, normalement c'est 2, ils n'attendent pas trop longtemps. Ça soulève des questions de preuve, des années, peut-être des mois après, avec l'accélération ici de la temporalité du procès pénal des mineurs. Mais quand même, ça soulève quand même beaucoup de difficultés ici de mise en œuvre de cette nouvelle circonstance aggravante. Alors c'est quand même intéressant, c'est de rappeler que le défenseur des droits avait rendu un avis le 21 novembre 2024, justement, lorsqu'on était en train de se poser toutes ces questions-là, en mentionnant que le fait d'introduire une circonstance aggravante dépendant de la commission d'une infraction par une autre personne, c'est le cas ici, finalement, voilà, est contraire au principe à valeur constitutionnelle de responsabilité pénale personnelle, selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait. Donc pour le défenseur des droits, ici, cette circonstance aggravante, puisqu'elle fait dépendre la responsabilité des parents, finalement, de la responsabilité de l'enfant, le défenseur des droits estime que c'est contraire au principe donc, de responsabilité pénale personnelle. Le Conseil constitutionnel a pourtant validé cette circonstance aggravante dans la décision de juin dernier. Au considérant 12, il considère que le fait que le parent puisse être puni plus sévèrement lorsque son comportement a directement conduit à la commission d'infraction par son enfant mineur n'a pas pour effet de le rendre personnellement responsable des infractions commises par ce dernier. Donc, autre point de vue qui prime, là, pour le coup, du Conseil constitutionnel qui estime qu'il n'y a pas d'atteinte au principe de responsabilité pénale personnelle. Je mets en lien cette circonstance aggravante avec le Code des assurances, puisque l'article L121-2 du Code des assurances est complété, en ce sens que lorsque l'assureur a indemnisé le dommage causé par un mineur et que le parent a été corrélativement condamné en raison de ses défaillances parentales pour des faits en lien avec la commission du dommage, l'assureur pourra se retourner. Voilà. Il pourra exiger une participation à hauteur de 7 500 €. Donc il y a quand même des enjeux indemnitaires également par derrière. Toute clause contraire sera réputée non écrite. Très bizarre ce truc-là. L'assurance qui vient réclamer une espèce de franchise suite, alors qu'en même temps ils garantissent.
en fait, on sent apparaître une étape qui risque d'être, à mon avis, catastrophique. C'est, jusqu'à présent, le droit pénal des mineurs, c'est un des rares domaines où les conséquences civiles d'une infraction, ou en tout cas d'une faute intentionnelle, étaient garanties. On sait que normalement, l'assureur, enfin, le principe, je ne sais plus quel est l'article du Code des assurances, c'est qu'il n'y a pas de garantie en cas de faute intentionnelle. Sauf, et donc c'est pour ça qu'il n'y a aucun problème pour les infractions non intentionnelles, ça ok. Mais en droit pénal des mineurs, l'assuré n'est pas le souscripteur. Ce qui fait qu'en fait, l'intention de l'assuré n'est pas l'intention du souscripteur. C'est ce qui explique que les conséquences civiles d'une infraction intentionnelle sont assurables. C'est extrêmement important. Moi, j'ai à un moment été l'avocat d'un supermarché qui était souvent victime de braquage. Et si c'était des majeurs, ben, on n'avait que nos yeux pour pleurer. Alors, il y avait parfois une audience, on finissait par les attraper, on allait aux assises, et puis on obtenait une jolie décision qu'on n'arrivait jamais à exécuter. Mais quand il y avait un mineur, c'était merveilleux. Ben, on avait l'assurance des parents. Et donc, ça, c'était pour les victimes extrêmement important. Si maintenant on commence à dire que la garantie va être fonction, n'est pas automatique, qu'il y aura une franchise, que l'étape prochaine, ça va être de dire que finalement on ne garantit pas parce que c'est une infraction intentionnelle commise par le mineur, mais finalement on ne va pas garantir les parents. On n'y est pas, mais on est sur la route quand même. Et ça, ce sera un recul terrible pour le droit des victimes, mais terrible aussi pour les mineurs, qui vont commencer leur vie avec une corde au cou, en devant finalement avec une dette à leur charge, qui pourront mettre leur vie à payer. C'est aussi pour ça que c'est important d'avoir l'assurance, c'est que ça évite qu'ils aient pendant des années et peut-être toute leur vie, une assurance qui va venir leur réclamer, enfin une assurance, pardon, des victimes qui vont venir leur réclamer le paiement des dommages et intérêts liés à l'infraction qu'ils ont commise. Je partage votre avis, monsieur le professeur, on n'est peut-être pas sur la route quand même, parce que celui qui est assuré, c'est le parent, c'est pas l'enfant. Comme le parent n'a rien fait, c'est normal qu'il soit, en tout cas, relevé et garanti pour les dommages causés de la personne, commise par la personne, donc il a la responsabilité. Mais demain, qu'est-ce que c'est le laxisme éducatif dans ces familles monoparentales, dans ces quartiers défavorisés? Parce que c'est ce que punit la loi. Bien sûr. Monsieur ou madame, vous avez mal éduqué vos enfants. Et Qu'est-ce oui. que c'est que ce laxisme éducatif-là? Et puis demain, cette disposition-là, elle viendra dire, parce qu'il y a un effet qui est inverse. Monsieur, madame, puisque vous avez été condamné, c'est la condition de la non-garantie, en raison de votre laxisme éducatif. Nous considérons que vous avez commis une faute de nature, non plus à réduire la possibilité d'indemnisation avec une franchise à 7 500 €, mais à exclure notre garantie. Eh oui, eh oui, Vous avez été condamné. bien sûr. Nous allons non seulement pas nous contenter de vous demander les 7 500 €, mais dans le cadre de notre recours surrogatoire, nous allons considérer, parce que vous êtes de mauvais parents, monsieur, madame, même si vous avez fait appel de la décision qui vous a condamné, nous allons considérer que vous n'avez plus droit à notre garantie. Et ça peut être quand on a des incendies de poubelles, quand on a dans des manifestations pour des lois X ou Y des enfants qui font des barrages de poubelles et qui mettent le feu, ce qui est gravissime. Dans des moments insurrectionnels, des sommes considérables. Exactement. Moi, j'ai eu ça. Un incendie commis par un gamin de 14 ans qui... C'est abominablement bête comme jeu, mais enfin, c'est l'été, il fait chaud, il y a du vent. On est en Provence, quoi, il fait chaud et il y a du vent. Et il prend des pommes de pin, il les allume, et après il les balance comme si c'était des grenades pour jouer. Moyennant quoi, il fait un feu terrible. Il a fallu, je ne sais plus, 1 ou 2 semaines pour éteindre le feu. Il y a eu 200 pompiers mobilisés, des centaines de voitures qui ont brûlé, 4 maisons qui ont intégralement brûlé, de la garrigue qui a brûlé à n'en plus finir.
La compagnie d'assurance a accepté d'aller au-delà du plafond. Le plafond, je crois que c'était 6 millions d'euros. On l'a explosé, le plafond. 6 millions, sur un geste idiot. Professeur, l'avocat qui plaide ça, il a intérêt à avertir aussi sa propre assurance professionnelle. Parce que s'il y a un bug, là, c'est un responsable. Finalement, ça s'est bien passé, mais vous avez raison. Oui. Parce que là, la moindre faute de notre part, dans l'analyse du dossier, risque de causer une perte de chance terrible qui pourrait, nous aussi, nous emporter. C'est vrai. Puis là, on est quand même... Nous, avec le recul, mais j'y ai pas pensé. Avec le recul, ça s'est bien passé. On a même obtenu mieux que prévu, puisqu'on a obtenu la garantie au-delà du plafond. La compagnie d'assurance a été d'une classe absolue. Par contre, ils ont ensuite fait un recommandé avec AR aux parents en disant « Bon, nous n'avons plus convenance de vous garder comme client. » Ouais, ça, on peut comprendre. Mais oui, c'est une bonne question. Vous avez raison. Donc, du coup, quand on a des enfants, ça serait difficile de se faire assurer, quoi. C'est ça. En vérité, la philosophie derrière tout ça, c'est la gestion du flux de la délinquance des mineurs. 2, à terme, parce que c'est la volonté du législateur, et par coup de boutoirs successifs, ils y arriveront. C'est de dire, puisque vous, au-delà de 16 ans, vous commettez des délits comme des majeurs, vous serez punis comme des majeurs. Parce que l'avenir de la délinquance des mineurs, la fin de cette spécificité, elle reste dans les prochaines années là-dedans. C'est clairement l'objectif qui est poursuivi. Continuons. Vas-y. Sur ces bonnes paroles. Ah oui, c'est vrai. Lorsqu'on regarde l'amende prévue par l'article L311-5 du CJPM, la loi Attal relève ici le montant de l'amende qui passe de 3 500 € à 7 500 €. Donc l'amende qui peut être prononcée donc, si les parents ne se rendent pas aux convocations du juge des enfants, sachant que les rapports d'évaluation estiment que cette amende est quand même assez peu prononcée. En général, ça tourne, quand elle est prononcée, autour de 250-300 €. C'était le même montant en matière pénale, en fait. Oui. Donc il y a une sorte d'harmonisation, c'est assez logique. Là, pour le coup, c'est cohérent. Oui, mais justement, il y a aussi l'amende civile du coup, qui a été créée pour les convocations en matière d'assistance éducative. Voilà, là aussi à l'encontre des parents qui ne se présenteraient pas aux convocations, toujours dans l'idée donc de sanctionner effectivement les mauvais parents. Je rajoutais également la nouvelle écriture de l'article 1242 du Code civil qui permet de consacrer la jurisprudence rendue par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 28 juin 2024, puisque désormais les parents, tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont de plein droit solitairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf bien entendu lorsque ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire, ce qui permettrait de rétablir un peu de justice, puisque ce sont souvent les mères qui ont la garde des enfants, et voilà, une mère isolée. Alors, on m'a posé il n'y a pas longtemps, j'étais à une soutenance de thèse à Lille, et le doctorant avait, c'était une thèse très intéressante, mais il y avait un passage qui m'a un peu surpris, qui était une analyse de cet article 1242, alinéa 4, les parents, enfin de l'exception. Donc les parents sont responsables de plein droit du dommage causé par leurs enfants en tant qu'ils exercent l'autorité parentale. Ça, c'est la reprise de la jurisprudence de l'Assemblée plénière, très bien. Sauf lorsque ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. Et le docteur, maintenant il est docteur, disait c'est typiquement l'hypothèse où les enfants ont été confiés à un centre éducatif. Dans ce cas-là, c'est finalement le centre éducatif, c'est-à-dire selon le cas, l'État ou alors l'association qui gère si on est dans le secteur associatif habilité, qui sera responsable. Jusque-là, on est d'accord. Et il dit, et là, par contre, j'étais pas d'accord avec lui. En revanche, si jamais il ne s'agit pas d'un placement, mais d'une incarcération, les parents restent responsables. Il me semble qu'a fortiori, ils ne sont pas responsables. Enfin, je ne vois pas
c'est vrai que on ne peut pas exactement dire qu'ils sont confiés à un tiers quand ils sont incarcérés. Lui, il me disait confier à un tiers, c'est forcément un placement éducatif. Je pense, j'espère, que si jamais ils sont incarcérés dans un EPM, ce n'est pas les parents qui sont responsables en tant qu'ils exercent l'autorité parentale. Parce que c'est une autorité parentale fictive, ils ont la main sur rien dans ce cas-là. J'imagine qu'a fortiori, mais c'est vrai que c'est une question que je ne m'étais pas posée et que je vous soumets. Oui. C'est pas une décision judiciaire? Bah si, s'il est incarcéré, c'est par une décision judiciaire. Donc ça marche. Donc pour moi, on ne peut pas dire confier, en fait c'est le terme. C'est horrible de dire qu'on confie à l'administration. Ouais, on confie, c'est un peu étrange. C'est un peu étrange, mais on est bien d'accord que l'idée c'est, si on a l'autorité parentale, on a logiquement la conséquence de l'autorité parentale, c'est aussi la responsabilité qui va avec, sauf si jamais on n'a pas la main. Si l'enfant tue son co-détenu, par exemple, j'imagine que les parents n'ont évidemment pas la main. Ben oui, sur, il me semble. Ça serait aussi déresponsabiliser gravement l'administration pénitentiaire. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et notamment sur les fonctions qu'on assigne à la peine et à toutes les vertus qu'on assigne. Oui, ça me paraît. En fait, ça me paraissait tellement. J'y avais pas pensé. Mais quand j'ai lu ça dans ce texte, je me suis dit, mais enfin, ça va pas, non, je suis pas du tout d'accord. Mais je vous soumets, voilà, on verra. Je pense que rapidement, malheureusement, mais enfin, on aura rapidement de la jurisprudence sur ça. Non, c'est pas l'esprit du texte, ça c'est sûr. Non, c'est pas l'esprit du texte. Également, toujours dans cette partie, quelques mots concernant la volonté d'améliorer l'information et l'indemnisation des victimes avec une autre modification, enfin une modification de la trame du RRSE qui se voit légèrement modifiée afin de mentionner au plus tôt dans la procédure les coordonnées de l'assureur garantissant la responsabilité civile des représentants légaux du mineur. Voilà, renforçant ainsi une mesure déjà adoptée par la loi du 20 novembre 2023, que vous retrouvez à l'article L512-1-1 qui prévoit la communication des références de l'assurance des parents du mineur dès le stade de l'enquête. Ceci étant dit, voici pour le tour des dispositions de droit commun, vous voyez, applicables aux mineurs. Grand 2, les dispositions touchant au droit spécial des mineurs délinquants avec cette dissociation donc, du droit pénal des mineurs en deux et l'ultra-spécialisation, ou plutôt au contraire, le retour au droit commun des majeurs des mineurs dès lors qu'ils sont poursuivis pour une infraction en matière de terrorisme ou de bande organisée. Alors j'ai fait simple au niveau du plan, vous voyez. Tout d'abord, ce qu'on trouve dans la loi Attal, les apports de la loi Attal, et ensuite les apports de la loi contre le narcotrafic. Les apports de la loi Attal, tout d'abord, on a une adaptation de la MEJP, encore elle, mesure éducative judiciaire provisoire au terrorisme à la bande organisée. C'est l'article L112-15 du CJPM qui prévoit ici la possibilité de poursuivre un placement dans un centre éducatif simple, je ne vous parle pas de CEF, après la majorité de l'intéressé, sans son accord, c'est ça qui est vraiment notable, lorsqu'il a été prononcé pour la poursuite ou l'instruction d'une infraction à caractère terroriste ou pour un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à 10 ans d'emprisonnement commis en bande organisée. Je vous ai fait un petit peu ici la liste des infractions concernées aussi bien au niveau du terrorisme, ce sont les infractions du grand 1 de l'article 421-1, donc toutes les atteintes volontaires à la vie à caractère terroriste, association de malfaiteurs terroristes, entreprise individuelle terroriste, groupement ou entente à caractère terroriste, et sur la bande organisée c'est beaucoup plus large, vous voyez, beaucoup plus imprécis, puisqu'il suffit d'avoir une infraction de bande organisée lorsque la peine d'emprisonnement ou la réclusion criminelle encourue est supérieure ou égale à 10 ans. Alors moi je me suis posé la question, mais peut-être que c'est une fausse question, de dire mais qu'est-ce qu'un mineur qui est poursuivi pour une infraction à caractère terroriste ou un crime ou délit puni d'une peine supérieure ou égale à 10 ans d'emprisonnement commis en bande organisée fait dans un centre éducatif simple? Je sais pas. Donc j'ai réfléchi, je me dis peut-être s'il n'y a pas de place ailleurs, peut-être. S'il n'y a pas de place en CEF. Ici, mais alors ça veut dire que je durcis
les conditions et le régime du placement en centre éducatif simple, et que mon placement en centre éducatif simple, et qu'on commence à s'apparenter à un placement en centre éducatif fermé, voilà, à défaut d'avoir des places en CEF, eh ben, je les mets en placement simple et j'applique un régime qui va être beaucoup plus contraint. Adaptation également des mesures de sûreté au terrorisme et à la criminalité organisée, tout d'abord avec le contrôle judiciaire, puisque on va faire une nouvelle entorse ici concernant le placement sous contrôle judiciaire des mineurs de moins de 16 ans, ce qui sera désormais possible en matière correctionnelle de placer sous contrôle judiciaire un mineur dès lors que la peine d'emprisonnement encourue est supérieure ou égale à 5 ans pour une infraction terroriste, des articles L421-1 à L421-6, sans aucune autre condition tenant aux antécédents du mineur. Alors je vous ai reproduit l'article L331-1, troisièmement, qui est modifié. C'était ce troisièmement qui concernait déjà les mineurs qui étaient poursuivis pour un délit de violence volontaire, d'agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violence, qui était déjà une entorse, je crois que c'était la loi de 2007 qui avait prévu ici ce cas-là particulier. Maintenant on le complète avec ces infractions-là en matière de terrorisme. Donc voilà, je vous ai fait une petite liste des infractions concernées, toutes les infractions terroristes de 421-1, introduction dans l'atmosphère, association de malfaiteurs, etc., etc., etc. Modalité du CJ également modifiée avec une modification de l'article L331-2, puisque désormais, on parlait tout à l'heure du placement centre éducatif simple, maintenant je vais vous parler des CEF. Lorsque le CJ comporte l'obligation de placement en CEF, la durée de placement en CEF à l'occasion de cette mesure est allongée à 2 ans contre 6 mois renouvelables une fois pour la poursuite ou instruction des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 ou lorsque la peine d'emprisonnement de réclusion criminelle encourue est supérieure ou égale à 10 ans et concerne une infraction commise en bande organisée. Donc vous voyez ici que l'on adapte la durée du placement en CEF. On va également modifier ici les dispositions concernant l'ARSE, l'assignation à résidence sous surveillance électronique, avec une nouvelle entorse, encore, il me semble, à savoir la création d'un nouveau cas de placement sous surveillance électronique. C'est l'article L333-1-1 qui prévoit désormais la possibilité de placer sous ARSE les mineurs à partir de 13 ans. Je vous rappelle que en droit commun des mineurs, c'est 16 ans désormais. Ça sera 13 ans à partir du moment où est en cause une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à 5 ans en matière terroriste ou 10 ans pour une infraction commise en bande organisée, alors que pour l'instant c'est mineur de au moins 16 ans, et si la peine d'emprisonnement encourue est supérieure ou égale à 3 ans. Donc durcissement ici, et durcissement également au niveau des obligations qui vont être assujetties à cette nouvelle ARSE, à savoir que ce sont les obligations des premièrement à 14e de l'article L331-2, ici, qui vont être concernées, et pas le 15e, alors que l'ARSE de droit commun va jusqu'au 15e. Et le 15e, alors je ne sais pas si c'est une erreur de plume, je me suis posé la question de savoir, ou est-ce que ça tient peut-être à l'âge du mineur, et encore, ça ne se justifie pas. Ce 15e concerne l'obligation de suivre une scolarité, une formation, une activité professionnelle. Donc lorsque vous avez un mineur qui rentre dans ces conditions-là, c'est-à-dire une infraction en matière terroriste ou de bande organisée, pour faire simple, eh bien, il ne sera pas soumis à l'obligation de suivre une scolarité, une formation, une activité professionnelle. Voilà, je trouve ça un petit peu étrange, un peu bizarre, mais il doit y avoir certainement une raison. La détention provisoire, ensuite. La détention provisoire, alors malgré ce que voulait la loi Attal, il n'y aura pas de modification des conditions de placement en détention provisoire pour les mineurs de moins de 16 ans en matière terroriste ou en matière de bande organisée. En revanche, on va modifier la durée de l'ADP pour les mineurs de plus de 16 ans en matière criminelle et délictuelle à partir du moment où on a une infraction en matière terroriste ou en matière de bande organisée. Je m'explique. En matière délictuelle, c'est l'article L433-6, premier alinéa, qui va être modifié. Avant, nous avions un régime de 2 ans
maximum pour le délit d'association de malfaiteurs terroristes, qui était déjà une exception qui était prévue. Eh bien, on va élargir ici le champ d'application au délit d'entreprise individuelle terroriste et également aux délits commis en bande organisée, pour lesquels la peine encourue est égale à 10 ans d'emprisonnement. Donc dans ce cas-là, le maximum va être de 2 ans pour la détention provisoire. En matière criminelle, on allonge également la durée de l'ADP. C'est le deuxième alinéa, l'article L433-6. Alors, avant, il y avait déjà un allongement qui était prévu par rapport au droit commun, de 3 ans maximum pour les crimes prévus, donc premièrement de 421-1 et aux articles 421-5 et 421-6, à savoir les atteintes à la vie terroriste, les infractions de groupement ou d'entente terroriste. Désormais, on ajoute les crimes commis en bande organisée. Dans ce cas-là, on passe à 3 ans d'emprisonnement. J'en terminerai avec grand B, les apports de la loi contre le narcotrafic, parce qu'il me semblait que même si ce n'était pas une loi spécialement consacrée aux mineurs délinquants, il y avait quand même des modifications ici qui pouvaient être intéressantes à souligner. 4 modifications. Alors bien sûr, la création d'un parquet anti-criminalité organisée, vous allez voir que l'on adapte ce parquet et les juridictions spéciales compétentes aux mineurs délinquants, des dispositions concernant la cour d'assises spéciale, l'anonymisation des professionnels également qui accompagnent les mineurs et la création de nouvelles incriminations. Création d'un parquet national, excusez-moi pour la faute d'orthographe, je corrigerai ça quand je vous transmettrai, j'ai oublié de vous préciser le PowerPoint, voilà, je pense que ça peut être utile. Création d'un parquet national anticriminalité organisée à compter du 5 janvier 2026 pour les infractions de bande organisée. Je ne rentre pas dans les détails, plus les infractions de très grande complexité. Et on nous dit qu'en ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République anticriminalité organisée, juge d'instruction, juge des enfants, tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs de Paris, bien entendu, exerce dans les conditions définies au présent article une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application du Code de la justice pénale des mineurs. Donc, dès que les conditions sont remplies, hop, tout monte, tout part à Paris. Sachant que ce procureur anticriminalité organisée, donc lorsqu'il exerce sa compétence à l'égard d'un mineur, il va confier l'exercice des poursuites à un substitut qu'il a spécialement chargé des affaires concernant les mineurs. Donc il y a quand même ici une idée de conserver une spécificité en termes des procédures, voilà, petite spécificité. Oui, on verra en pratique quelle est la spécificité, enfin comment ça va fonctionner, mais de manière générale, il y a maintenant une obligation de spécialisation du parquet. En fait, il y a depuis très longtemps des parquets spécialisés mineurs. Simplement, jusqu'à présent, la question était la portée de cette obligation. Parce que pour le parquet, le principe phare, c'était l'indivisibilité du parquet. C'est-à-dire que n'importe quel substitut, proc adjoint, vice-procureur, représentait le ministère public. Donc, bien sûr, il y avait des substituts mineurs ou des vice-procureurs mineurs, mais si finalement le jour de l'audience, c'était pas lui, mais le spécialiste criminalité organisée, le spécialiste ECOFI ou autre, bah, c'était pas très grave puisque n'importe quel parquetier représente le ministère public. C'est en tout cas ce que disait la jurisprudence. Depuis longtemps, ce n'était pas une cause de nullité si le substitut mineur n'était pas présent. Sauf que ça a changé, ça a changé. Il y a eu un arrêt extrêmement intéressant qui est, que je vais vous donner tout de suite, mais le temps que je le trouve, la spécialisation, ça doit être L12.1 ou L12.2. Ça doit être L12.2. La Cour de cassation disait pendant très longtemps que la disposition, à l'époque de l'ordonnance de 45, d'après laquelle les fonctions du ministère public sont remplies par le procureur ou un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires du mineur, n'est pas prescrite à peine de nullité. Jurisprudence constante pendant des années. Ok. Sauf qu'il y a eu un arrêt du 13 avril 2023
Il est récent, c'est le numéro 23-80.470. Le magistrat du ministère public, prenant des réquisitions à l'occasion de l'incarcération d'un mineur en détention provisoire, doit avoir été désigné préalablement pour être spécialement chargé des affaires concernant les mineurs, à défaut de quoi le mineur doit être remis en liberté, le cas échéant sous contrôle judiciaire. Alors, là, tu avais commenté l'arrêt d'Oxy. C'est un revirement extrêmement important, très fort, c'est une cause de nullité et qui conduit à la remise en liberté du mineur. Donc c'est très fort. La question qu'on peut se poser, c'est quelle est la portée de ce revirement? Est-ce que ça concerne que les mineurs lorsqu'ils passent, enfin que le parquet au moment de l'audience JLD, ce qui était le cas ici? Est-ce que ça vaut aussi pour l'audience TPE, par exemple? Est-ce que c'est systématique et dans tous les cas? Est-ce qu'il peut y avoir des exceptions? Est-ce qu'on peut dire, bon, sauf cas de force majeure? Est-ce que c'est un argument qui pourrait être développé par le parquet? Et puis, de ce que j'ai cru comprendre, il me semble que les parquets ont parfois réagi en habilitant mineurs tous les parquetiers, en disant, on a fait comment? En réalité, pour les JLD mineurs, c'était assez curieux cette affaire pour les JLD. Le code nous dit, il faut que la détention provisoire ne peut être prononcée que pour des JLD spécialement, spécialisés. JLD spécialisés, ok. Spécialement désignés. Spécialement désignés, voilà, comme pour les juges d'instruction. Sauf que, dans la réalité, tous les JLD ont été automatiquement spécialement habilités. Si on est tous spécialistes, ça veut dire que personne n'est spécialiste en réalité. Hein. Si il se fait la même chose pour les parquetiers, bon, ça veut dire que la spécialisation du parquet tombe en réalité, que c'est quelque chose de purement fictif. Voilà. Je ne sais pas quel sera l'avenir de cette décision. Ce qui est sûr quand même, c'est que cet arrêt, il est assez intéressant, assez fort. Parce que c'est un énorme revirement. On ne sait pas jusqu'où va le revirement, mais c'est un vrai revirement par rapport à la jurisprudence antérieure. Ça impose quand même une organisation, une réorganisation dans les juridictions. Mais après, c'est logique, hein, je trouve dans la continuité du CJPM également, avec ce JLD spécialement désigné, c'est normal qu'il y ait ces spécificités-là. Alors après, on a essayé également au niveau de la Cour d'assises spéciale un peu adapter la composition, cette fois-ci, puisque ce n'est pas une juridiction spécialisée, bien entendu, pour juger les accusés mineurs de plus de 16 ans pour des crimes commis en bande organisée et du crime d'association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes. Donc il n'y a pas de jury, c'est le principe d'une cour d'assises spéciale. Il y aura deux des assesseurs seront juges des enfants, sachant que sa composition, normalement, c'est un président et 4 assesseurs en première instance et 6 assesseurs en appel. Donc il y a une représentation, j'ai envie de dire faible, une représentation des juges des enfants parmi les assesseurs, pour maintenir une certaine spécificité. Sachant que cette composition a été contestée devant le Conseil constitutionnel qui a validé en estimant, vous voyez ici 2 points dans son raisonnement. Premièrement, il considère que l'affaire est instruite et le mineur est jugé selon une procédure appropriée à la recherche dans son relèvement éducatif et moral. Donc il estime que tous les acteurs tout au long de la chaîne sont plus ou moins spécialisés ou spécialement désignés. Donc pour lui, c'est conforme au PFRLR. Et également, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il estime qu'il n'y a pas de méconnaissance à l'exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant, notion qui, moi, me fait encore rêver, l'intérêt supérieur de l'enfant quand même assez flou. Anonymisation des professionnels que vous trouvez désormais à l'article 706-105-4 du CPP. Donc vous savez qu'il y a tout
un ensemble de professionnels, interprètes, agents d'administration pénitentiaire, etc., qui vont pouvoir bénéficier de cette anonymisation. Et également, on a pensé aux professionnels accompagnant les mineurs dans le cadre de procédures relatives aux infractions entrant dans le champ de la criminalité organisée. Dans ce cas-là, leur identité sera donc cachée lorsque la révélation, justement, de cette identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de leur mission ou de la nature des procédures pour lesquelles ils accompagnent les mineurs, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique et bien entendu celle de leurs proches. Cette autorisation permet aux personnes qui ont bénéficié d'être identifiées par un numéro anonymisé. Alors qui sont les professionnels accompagnant les mineurs? J'imagine que ce sont des éducateurs, voilà, des personnels également, des associations habilitées ici, donc ils n'ont pas été oubliés, cette anonymisation est prévue. Et enfin, j'en terminerai par là avec des nouvelles incriminations ou des incriminations qui ont été complétées. Vous voyez, je brosse de façon assez large ce tableau, cette présentation, mais je trouvais important ici de vous signaler que l'incrimination de provocation au trafic de stupéfiants d'un majeur à destination, même pas d'un majeur, hein, le texte ne précise pas, mais à destination de mineurs, est complétée par la notion de complicité, puisque le fait de provoquer directement un mineur à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants ou à se rendre complice de tels actes est puni de 7 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Le texte ne prévoyait pas jusqu'alors la complicité. Également, on crée une incrimination de publication d'une annonce sur Internet en vue de provoquer un mineur au trafic de stupéfiants. Donc ça, c'est vraiment pour réagir à ce qui se fait sur les réseaux sociaux. Donc, incrimination nouvelle. Et également, le recours à un mineur devient une circonstance aggravante des infractions de trafic de stupéfiants. Donc lorsqu'on s'est servi ici d'un mineur, soit comme, essentiellement comme complice, voilà, ça sera une circonstance aggravante. Voilà, je pense avoir fait le tour de ces évolutions. Je vous remercie pour votre attention et bien entendu, si vous avez des questions, nous sommes là pour les répondre. Merci beaucoup. Avec plaisir. Peut-être, professeur, une observation d'ordre général. Titeuf ne vend pas de la mâche en faisant du charbon dans les quartiers, on est d'accord. Mais n'empêche que quand Titeuf se fait péter avec un joint à la bouche, il va avoir une AFD de 150 €. On va lui dire, c'est quand même grave, hein, c'est pas bon pour la santé. D'ailleurs, il y a des dispositions du code pénal qui l'incriminent et des dispositions du code de la santé publique qui l'incriminent. Donc c'est quand même pas bien. Mais n'empêche que ça reste que 150 € d'AFD. Comment on va pouvoir expliquer à ces jeunes gens qui veulent de l'argent et qui continueront d'en vouloir malgré les incriminations toujours plus dures qui sont prévues? Comment on va leur expliquer que c'est grave pour leur santé et pour leur avenir? Parce que franchement, les lois ne changeront pas cette détermination, et on le voit au quotidien, de ces enfants de vouloir descendre faire du charbon pour aller faire des sous. Quelquefois en venant de Saint-Étienne, quelquefois en venant même de très très loin. Les nuits d'hôtel sont payées, les amendes sont sur signal, elles sont de plus en plus importantes, les tarifs sont de plus en plus attrayants, et ça ne s'arrête pas. Est-ce que c'est vraiment la solution? La réponse est dans la question. Non. Non, évidemment que non. Évidemment que non. Pourquoi est-ce qu'on ne mène pas des politiques publiques de prévention de santé? Il y a plein de raisons, mais il y en a une qui est très actuelle. On n'a plus un centime. Voilà. On n'a plus un centime. Et en plus, la prévention, c'est pas visible. Puisque par définition, si ça marche, c'est qu'il n'y a pas eu d'infraction. Donc on ne le voit pas. Donc c'est pas bankable. Ça sera pas bon pour les stades. Non. Juste une remarque sur la nouvelle infraction qui a été créée quand il s'agit de la publication justement pour provoquer un mineur, notamment pour le trafic de stupes. Je pense notamment en fait aux livraisons de drones. Moi j'ai beaucoup de clients qui ont été justement appâtés par Snapchat ou d'autres réseaux. Et du coup c'est pas une publication en tant que telle en fait sur les réseaux, c'est juste qu'en fait ils les ajoutent en la nuit. Et bien souvent on ne connaît pas en fait l'identité de l'utilisateur du compte Snapchat ou de Signal. Et en fait le truc c'est tout le temps les mineurs qui prennent, alors qu'en fait celui qui est réellement à l'origine de cette infraction-là, on ne le trouve jamais quoi. Donc effectivement je ne pense pas que ce soit non plus la solution. Non. Non, je suis d'accord avec vous. Après, le problème, c'est quand le législateur réagit au coup par coup, et au cas par cas.
Moi, je voudrais juste rebondir sur ce qui a été dit. Lorsque j'ai lu la loi de lutte contre le narcotrafic, j'étais extrêmement déçue de voir qu'il n'y avait rien, en fait, pour véritablement lutter contre le trafic de stupéfiants des mineurs. Il n'y a rien du tout. Et c'est ça qui est un petit peu dommage, il me semble, c'est que le Code de justice pénale des mineurs, j'ai toujours tendance à dire qu'il fait comme si le mineur avait un visage un peu flou, un peu indéterminé, lui, mais pas de visage. Ce sont les lois spéciales, après, qui vont lui mettre un visage et qui, malheureusement, vont tirer la couverture vers le droit commun des majeurs. Donc, à mon sens, il manque une réponse véritablement individualisée par nature d'infraction. Peut-être que c'est pas possible, peut-être que c'est pas souhaitable non plus, mais là, il y avait l'occasion avec la loi du 13 juin de le faire, au demeurant. Qu'est-ce qui a été fait pour les majeurs ? Voilà. À part, vous avez une loi de procédure, une loi répressive, mais il n'y a rien, effectivement. Alors que pour les mineurs, on aurait pu penser plein de choses. On aurait pu adapter les mesures éducatives, on aurait pu concevoir, je ne sais pas moi, des stages, imposer des combinaisons peut-être aussi. Peut-être, madame, leur expliquer combien ça va coûter à leur maman, un mois de détention à l'EPM de la Valentine, pour les cantines, les cartes PCS, éventuellement le soutien avec les autres co-détenus, combien ça coûte, combien ça rapporte d'être dans la rue et combien ça va coûter une fois qu'on se fait arrêter. Parce que mathématiquement, le rapport est disproportionné, il n'est pas en leur faveur. Donc en fait, tout ce que les propagandistes de mauvaise économie font comme tapage dans les quartiers pour leur dire abandonnez vos cartables, arrêtez d'aller à l'école, venez avec nous sur le charbon parce que vous allez faire votre vie comme ça, cela en réalité, mathématiquement, se trompe. Parce que une fois que ces jeunes gens, ces faquins en culotte courte, prédisposés au terrorisme et au trafic de stupéfiants se font arrêter, ça coûte très cher à leur famille. Et en tout cas, le rapport est mathématiquement inversement proportionné et en réalité, il n'est pas favorable. Il faudrait peut-être expliquer clairement ça dans les écoles, que ça ne rapporte pas de vendre des stupéfiants, contrairement à ce que la présence de quelques véhicules loués et la surabondance testostéronée de ces grands qui passent devant eux en leur montrant quelques modestes menus-monnaies laisse penser. Peu iront à Dubaï. C'est sûr. Alors, j'avais une question plutôt pratique parce que donc il y a deux cas d'intervention pour un mineur, notamment en l'ordre d'un déferment. Le premier, c'est on est désigné. Le deuxième, c'est qu'on est désigné par le bâtonnier, donc le commis d'office. Dans ce second cas, par rapport à ce que vous disiez, notamment sur le principe de l'assistance de l'avocat lors de la rédaction du RRSE. Matériellement, concrètement, c'est un peu compliqué quand par exemple on a un dossier à 9h ou à 9h30, puis que finalement le procureur a l'impression pour déférer à 10h45, il faut aller voir le mineur, lire le dossier. Bon, après potentiellement le RSE, il peut être fait après, lors du passage notamment devant un GLD, mais je veux dire matériellement rester une heure, enfin je veux dire, c'est ce qu'on devrait faire dans l'idéal, mais concrètement, comment on pourrait faire? Est-ce que, enfin, si c'était mis en place, c'est pour ça peut-être même que c'est pas mis en place. Alors. Moi, je trouve ça très intéressant, votre question, parce que ça me fait penser à la temporalité, la gestion du temps, et ça rejoint d'autres problématiques, il me semble. Lors du déferment, le parquet requiert un RRSE, mais il ne prend pas sa décision au regard du RRSE. Il n'attend pas le RRSE, il a pris sa décision avant. Il requiert, ce sont les textes qui le disent, il requiert un RRSE. Le RRSE va être fait, on va recevoir le mineur, les parents, et après ce RRSE, il va se retrouver sur le bureau du juge des enfants. Oui. Mais idéalement, il devrait peut-être attendre le RRSE pour prendre sa décision. Mais non, en fait, on voit que ce sont des temporalités qui sont différentes, qui s'entrechoquent. Chacun a sa temporalité. L'avocat a sa temporalité, le parquet aussi, la PJJ aussi, le juge des enfants n'en parlons pas puisqu'il fait ça après ses audiences toute la journée. Donc, c'est dans un monde idéal, effectivement, il faudrait peut-être dire, voilà, telle heure, ceci, etc. Et comme ça, chacun peut
assister et on fait les choses un peu dans l'ordre. Et on sait très bien que ça se passe comme ça, et on sait très bien. Après, la question c'est de savoir, voilà, si on attache une sanction à la présence de l'avocat, là peut-être qu'on va être obligé de s'organiser pour faire en sorte qu'il y ait peut-être un avocat de permanence pour les RRSE, je ne sais pas si c'est possible. Mais là, nécessairement, sa présence n'est pas obligatoire, donc... Elle n'est même pas possible. Pas possible. Non, parce qu'en fait, ça s'entrecoupe avec les problématiques, parce qu'il y a le droit et aussi la situation, le contexte, la conjoncture économique, les finances publiques et donc la réduction de la possibilité de financer certaines dépenses de l'État. Et donc peut-être même que finalement le Conseil constitutionnel, en partie sur certaines choses, juge en droit, mais parfois a l'impression qu'il y a toujours une opportunité pour ménager par rapport à ce qui est faisable, finalement. Ça reste un conseil par exemple. Je ne sais pas, j'avais une observation, peut-être une question, peut-être par rapport à la responsabilité des parents, le fait de leur encore passer ma question qu'on a vu, je pense que c'est l'article 242, que vous avez présenté. On a vu que là, les parents étaient responsables du fait de l'autorité parentale. Mais en matière pénale, vous avez aussi dit, je pense qu'il y a en quelque sorte peut-être une violation du principe constitutionnel qui est la personnalité des faits. Est-ce que, moi, selon moi, est-ce qu'il ne faut pas se limiter seulement à la responsabilité civile si on sait qu'admettre la responsabilité pénale, ça sera comme une sorte de responsabilité du fait d'autrui, parce que là, quand on dit le comportement du parent qui a conduit à l'infraction que l'enfant aurait commis, moi je ne sais pas c'est quel comportement, ou bien on définit concrètement le comportement, je ne sais pas quoi. Sinon, à chaque moment que la personne manquerait à son obligation qui est l'autorité parentale, on dira que il y a une violation, donc les parents sera condamné. Vous avez évoqué aussi la question des assurances, donc c'est le prolongement. Moi, je ne sais pas pourquoi aller jusqu'à ce niveau si on sait qu'il y a la responsabilité civile qui a été pour les parents. C'est-à-dire que vous êtes en train de me dire que vous n'êtes pas pour quoi en fait? Pour le prolongement de quoi? De la responsabilité pénale, je dirais, des parents. Ah, moi non plus, je vous rassure. Pour moi, c'est deux responsabilités qui reposent sur deux fondements totalement différents. Une responsabilité qui est subjective, fondée sur la faute, c'est une responsabilité pénale. Une responsabilité objective, fondée sur le fait, c'est la responsabilité civile. Donc moi, ça ne me choque absolument pas, et bien au contraire, qu'il n'y ait pas d'alignement de la responsabilité pénale sur la responsabilité civile. C'est deux choses totalement différentes. Oui, en matière pénale, nul n'est pénalement responsable que de son propre fait. Article 121, c'est le prolongement de la présomption d'innocence. Donc, après, en matière civile, on raisonne complètement différemment, parce qu'en matière civile, en principe, l'assurance peut fonctionner, et donc on admet sans aucune difficulté la responsabilité civile du fait d'autrui, et depuis longtemps. Donc, voilà, c'est deux mécanismes différents. Après, le fait de se servir de cet article sur l'abandon moral d'enfant, c'est comme ça qu'on l'appelait maintenant, la soustraction d'un parent à ses obligations légales, on s'en sert un peu pour responsabiliser les parents. Il y a parfois des ministres de la justice qui ont donné des directives très claires au procureur de la République disant « poursuivez les parents d'enfants délinquants au titre, ça doit être l'article 227-17, au titre de l'article 227-17 du Code pénal, en disant si le mineur commet autant d'actes de délinquance, c'est forcément qu'il est mal élevé. C'est là, on en revient à la question qu'on évoquait tout à l'heure. C'est la question de l'accès éducatif, mais quel est exactement le direct et certain dans l'éducation que bien sûr vont donner à leurs enfants. Tous ceux qui sont parents dans cette salle savent très bien qu'avec les enfants, on fait comme on peut, pas comme on veut. Voilà. C'est pareil, c'est pas faux. C'est une vérité intangible. Quel est ce lien direct et certain qui va permettre de juger la justice, ces gens-là qui font souvent comme ils peuvent? Et oui, parce qu'en fait, c'est partir, c'est ça. Le titre même de la loi Attal, c'est restaurer l'autorité, renforcer. Ah, on va changer. Rassurez-vous, Ils se sont dit quand qu'ils ça fera arriveraient leurs gosses
quand ça sera leur gosse, qu'on retrouvera dans des grosses affaires, sans doute que quand on est concerné, voyez-vous, par la détention, d'un seul coup, on s'aperçoit que c'est quand même pas très agréable et qu'on n'y est pas si bien. Et quand ça sera leurs enfants qui seront concernés, sans doute qu'ils se poseront des questions autour vraiment de la dureté de ces dispositions. En fait, une des principales difficultés, j'imagine aussi, au-delà de la question de principe, finalement, notre code pénal admet une espèce de transfert de responsabilité d'une entité à une autre, mais on l'a fait avec la gymnastique de la personnalité morale, de la personne morale. Donc ça existe, mais là, c'est personne physique, de personne physique. Mais c'est surtout que, même pour la personne morale, pour retenir la responsabilité d'une personne morale, il a fallu quand même définir les termes, et c'est peut-être aussi ça qui est la difficulté, c'est parce qu'à l'heure actuelle, c'est une loi un peu de circonstance par rapport à l'action des émeutes. Donc finalement, on comprend à peu près dans le sentiment, dans l'émotion, ce que ça veut dire. C'est comme vous disiez, finalement, les enfants de familles monoparentales des quartiers qui ne seraient pas assez surveillés, tout ça. Mais finalement, est-ce que, la question que je me pose, c'est est-ce que cette infraction ne pêche pas dans le fait qu'elle n'est pas vraiment définie. Le terme qui est retenu n'est même pas défini. En tout cas, c'est une infraction qui n'avait pas été inventée pour ça. Voilà. Et d'ailleurs, ça va rarement jusqu'à une condamnation. C'est-à-dire que parfois on poursuit pour... C'est une infraction qui n'est pas très fréquemment, qui va rarement jusqu'au bout. Mais je pense, il y a eu plusieurs affaires similaires sur des parents qui envoyaient leurs enfants dans des sectes en Inde. Notamment, il y avait une affaire, je souris, c'est idiot, mais enfin, des parents un peu illuminés qui avaient décidé d'envoyer leur fils de 6 ans en Inde pour aller voir le Raja Hamsa Manara, là, je ne sais plus comment il s'appelait, pour aller lui ouvrir les chakras et l'initier aux joies du yoga. Ils envoient leur enfant tout seul, hop, ils le mettent dans l'avion, direction New Delhi, vas-y mon petit, on se revoit dans 2 ans. C'est dingue. Voilà. Il me semble que dans un cas comme ça, on peut admettre qui est la soustraction d'un parent à ses obligations légales. Enfin, ça me paraît... bon. Mais la plupart du temps, quand on dit, voilà, les enfants commettent des infractions et alors les parents sont responsables, les parents, ils sont surtout confrontés, ils ont besoin d'aide, plus que de punition. Ils ne savent pas comment faire. Ils ont tout essayé, ils sont désarmés, ils en peuvent plus d'aller chercher leurs gamins une fois au commissariat de police, une fois à la gendarmerie, de les accompagner au tribunal et d'être dans ce... C'est insupportable, c'est difficile, ils ont honte, ils ont besoin d'aide. Le fait d'aller leur dire « et en plus on va vous poursuivre », Vous savez ce que j'entends maintenant? J'entends, vous savez, mais si je mets une claque au gamin, je vais avoir les services sociaux sur le dos qui vont dire que je maltraite mon gamin. Donc je ne peux même pas lui donner de correction physique parce que voilà. Alors vous savez ce qu'on va faire? On va attendre l'été. On va repartir au pays, on va lui faire comprendre là-bas que c'est quand même pas bien de faire ça et quand il reviendra, il sera calmé. Voyez-vous, on ne sera pas dans les lois d'ici et du coup, voilà, on va pouvoir donner une éducation qu'on estime adaptée à la gravité de la situation. Mais ils sont quand même pris aussi. C'est pas qu'ils ne veulent pas bien faire, c'est que c'est compliqué. Et oui. Si on met une baffe au gamin, alors c'est ça leur façon d'éduquer, mais elle n'est pas admise. Elle n'est pas politiquement correcte. Non, mais c'est même légalement répréhensible. Les fessées, ah bah oui. On peut pas. Ah non, on peut pas. Mais il ne faut pas qu'ils deviennent délinquants. Donc voilà. Il va falloir trouver. Il va falloir faire avec. Vous avez abordé au début de la conférence la réforme sur un potentiel code de l'enfance. Oui. Il faudrait peut-être faire une conférence totalement dédiée à... Ah oui. Alors, j'en aurais pas parlé si tout récemment il n'y avait pas eu une communication qui a été faite et publiée sur ça. Sinon, voilà, concrètement, il y a
la secrétaire d'État à l'enfance, Sarah El Khomri, je crois, qui souhaite faire avancer l'idée d'un code de l'enfance. Une commission a été réunie dans laquelle il y a quelques universitaires, j'en fais partie, Adeline Goutte-Noir aussi, et puis il y a des magistrats. Celui qui chapeaute un peu ça, c'est Jean-Pierre Rosenzweig, qu'on ne présente plus, qui est un ancien juge des enfants, président du TPE de Bobigny pendant très longtemps. L'idée d'un code de l'enfance, c'est une idée qui de temps en temps refait surface et puis replonge et puis revient. On est un peu embarrassé autour de cette idée, enfin en tout cas dans cette commission, globalement l'idée est intéressante, mais la difficulté, c'est qu'on ne sait pas exactement ce qu'on y mettrait dedans. En fait, c'est ça le vrai problème. Est-ce que c'est, par exemple, ne serait-ce que par rapport au CJPM, est-ce qu'on prend le CJPM et on en fait un chapitre ou un titre du Code de l'enfance? C'est une question, pourquoi pas, à la limite, c'est pas le plus compliqué. Mais, quel est le critère? Est-ce que c'est l'enfance ou est-ce que c'est la minorité? Déjà, rien que sur ça, tout le monde n'est pas d'accord. Les termes ne sont pas synonymes. Est-ce qu'on met l'assistance éducative? Pourquoi pas? Ça ne paraît pas illogique. Mais ça veut dire qu'on l'enlève du Code civil, alors. Bon. Ou alors on fait des doublons. C'est dangereux, les doublons. Hein. Est-ce qu'on met le droit des successions? A priori, non. Pourtant, ça concerne les enfants, pas les mineurs, on est d'accord. En fait, ça pose plein de questions et on ne sait pas exactement ce qu'on mettrait dans ce code. Donc, en fait, il y a beaucoup de gens presque tout le monde est assez favorable à l'idée d'un code. Moi, je suis plutôt favorable à l'idée d'un code de l'enfance, mais simplement, avant de construire le code, il faut qu'on se mette d'accord sur ce qu'on met dedans. Et pour l'instant, ça, c'est pas très clair. Comment dire, le résultat ou l'idée a fuité avant même qu'on se mette d'accord sur ce qu'on mettait dedans. Ce qui fait que la communication est un peu partie en travers. Ce n'est pas tout à fait satisfaisant. Voilà. Mais en tout cas, il y a, semble-t-il, une volonté de faire aboutir ce code, mais simplement, il y a des paramètres qui sont quand même qu'on est dans une situation politique un peu incertaine. On se réveille le matin, on a un Premier ministre, à 14h on n'en a plus, à 18h il est revenu, demain on ne sait pas si on a encore un président, un parlement. Donc, avant que ce code n'aboutisse, même si jamais on imaginait une codification à droit constant, c'est-à-dire on prend des morceaux de textes existants et on les met dans un code qu'on appellerait code de l'enfance, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le porte. Il faut qu'il y ait un gouvernement. Enfin, je ne parle même pas du Parlement. Pour le coup, on en a un Parlement. C'est compliqué, mais on en a un. Mais il faut qu'on ait un gouvernement. Donc, je pense qu'on ne le voit pas encore arriver, ce code. Oui. Et qu'en pensez-vous précisément de cette spécialisation des droits comme via un code de l'enfance ou la pénalisation, un droit pénal de la famille ou ce genre de choses? Il te demande des conseils pour son sujet de thèse. C'est ça, c'est ça. Je suis très embarrassé, parce que je vais te donner... Non, mais d'abord, je ne veux pas... Vous pensez ce que vous voulez, vous n'êtes pas du tout obligé de penser ce que pense votre directeur de thèse. Non, moi, Est-ce que je peux me permettre? Oui, ben vas-y, ça m'aide. Un code, pourquoi, pour qui? Lorsque l'idée d'adopter un CJPM est née, je crois qu'il y avait une véritable volonté de la part des praticiens d'avoir un corpus juridique qui permette d'accéder aux dispositions de façon lisible, vraiment rénover, réorganiser, rationaliser. Il est beau ce code, il est bien fait. Je ne dis pas parce que... Voilà, mais quand même, il est fonctionnel. Voilà. Donc, pourquoi, pour qui? Est-ce que c'est faire un code pour faire un code parce que l'enfance, c'est un sujet important, l'intérêt supérieur de l'enfant, la minorité, etc. Bon, je crois qu'au point où on en est, on peut se dispenser des choses qui sont simplement décoratives. Voilà. Donc, la vraie question, c'est pour qui faire un code? Est-ce qu'il y a une véritable volonté, ça je l'ignore, des avocats, des juges des enfants, des parquets, des parquetiers, d'avoir un code unique de l'enfance. À la rigueur, peut-être regrouper le CJPM avec les dispositions de la
qualificatif, bah, oui, ça peut avoir un sens, mais tu vas me dire, oui, là alors, tout ce qui a trait justement au droit pénal de la famille, là aussi, ça commence un petit peu... Moi, honnêtement, je suis pas favorable. Voilà. Moi, je suis embarrassé. Je suis embarrassé, notamment parce que rien qu'en droit pénal, je ne sais pas où on met le curseur. Sur l'aspect mineur délinquant, il y a une cohérence. D'abord, en fait, on avait déjà l'ordonnance de 45. Donc, on a le code est le successeur de l'ordonnance de 45. On a pris des dispositions de droit pénal de fond, de droit pénal de forme. En fait, c'est un ensemble cohérent de dérogations au droit commun. C'est ça le CJPM. Maintenant, si on pense aux mineurs victimes, c'est compliqué. Je mets quoi dedans? Je mets la corruption de mineurs. On est d'accord? J'allais dire la corruption de majeurs, ça n'existe pas. Enfin, la corruption tout court, si, mais ça n'a aucun rapport. Donc la corruption de mineurs, ça ne concerne que les mineurs. Pourquoi pas? Mais l'agression sexuelle sur un mineur ou le viol sur un mineur, avec la loi de 2021, ça rejoindrait le code, pourquoi pas. Mais le viol ou l'agression sexuelle resterait dans le code pénal. On serait très embêté, notamment parce qu'il y a toute une série de textes qui fait de la minorité une circonstance aggravante. Alors on le met de quel côté? Je trouve que la construction même du code est, à mon avis, très compliquée. Et puis après, il y a une autre question qui rejoint celle que suggérait ou que posait Eudoxie, c'est un code pour quoi faire? C'est-à-dire que si jamais c'est pour faire un code d'éditeur, on a le code du dommage corporel qui vient de sortir, je crois. C'est une bonne idée, c'est très commode, on a tout sous la main. Mais c'est un code d'éditeur. Si c'est pour faire un vrai code, c'est pas simplement une codification à droit constant, ça n'a pas d'intérêt. C'est l'occasion de se poser des vraies questions, de se poser par exemple la question de l'assistance obligatoire d'un mineur par un avocat pour un mineur victime, pour un mineur en assistance éducative, pour, le cas échéant, de réformer le droit. Si c'est simplement déplacer des briques pour se compliquer en plus la tâche, ça ne me paraît pas satisfaisant. Donc pour l'instant, moi je trouve que c'est intéressant le fait d'y réfléchir, de regarder par exemple ce qui se fait ailleurs. Il y a quelques pays dans lesquels il y a un code de l'enfance. Donc on peut essayer de regarder ailleurs pour voir si c'est bien, si c'est mieux, si... Je ne suis pas contre par principe, mais par contre, je trouve que pour l'instant, c'est pas, on est loin d'avoir quelque chose de satisfaisant, voilà, de près. Et puis en plus, en France, on a l'habitude de réfléchir. Ce code-là, le CJPM, ça part de loin. Ça a nécessité beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Je pense au président Perminja, de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui est intervenu dans de multiples commissions, qui a apporté beaucoup d'idées très intéressantes. Il y a Rosenberg, il y a plein de gens qui sont intervenus, et de multiples commissions. Je veux dire, c'est un aboutissement par sédimentation intellectuelle, de réflexion, qui ont progressé avec l'époque, avec le temps, avec l'évolution aussi des doctrines et des jurisprudences regardant l'enfant. C'est un processus de décantation très long pour arriver à ce résultat-là, qui est quand même, je suis d'accord, un résultat précis et magnifique. Là où, par exemple, les Belges, eux, ont mis très peu de temps à faire un code pénal, très efficace, il est très simple, mais nous, on ne fait pas comme ça. Ça nous prendrait beaucoup de temps de refaire encore le chemin. Il vaut mieux agréger des nouvelles idées à ce qui existe déjà que de refonder. Notre code pénal, combien d'années il a nécessité avant d'être... 20 ans à peu près. C'est Giscard qui a commencé en 1974 les travaux de réforme du code pénal. Il a été adopté en 1992. Quasiment 20 ans, 18 ans. Et il y en a eu. Bien sûr, bien sûr. Et Badinter, qui a porté le code pendant des années. Donc, voilà. Mais c'est une bonne question, mais on n'y est pas encore. Bah, écoutez, merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous à la prochaine formation qui sera, avec Patrick Mistretta sur droit pénal médical. Si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus. Merci Philippe. Merci beaucoup, Eudoxie.